quand une femme milliardaire vaniteuse défia arrogamment un concierge noir, déclarant « Si vous pouvez jouer de ce piano, je vous épouserai », elle était complètement inconsciente de l'impact profond que ces paroles auraient. Cette soirée était destinée à devenir l'expérience la plus étonnante de toute son existence. New York brillait de lumières éclatantes cette nuit-là. Devant l'hôtel Whitmore Grand, de vifs projecteurs balayaient le tapis rouge, tandis que les caméras clignotaient sans cesse comme des éclairs de feu. À l'intérieur du grand hall, de somptueux lustres en cristal projetaient une lueur dorée radieuse sur les sols en marbre poli, tandis que les invités en élégantes robes de soirée glissaient les uns devant les autres, échangeant des sourires méticuleusement répétés. C'était un événement de collecte de fonds typique de la haute société, où les récits de générosité coulaient aussi facilement que le champagne, et les individus dont les mains avaient méticuleusement nettoyé les sols depuis tôt le matin semblaient disparaître complètement de la vue. Marcus Reed manœuvrait son chariot de nettoyage le long d'un couloir latéral isolé. Les chiffons sur son chariot étaient pliés avec le même soin précis qu'il avait maintenu tout au long de ses 5 années d'emploi là-bas. Il comprenait intimement les règles tacites de cet environnement. Cela incluait les hochements de tête froids et brefs, les regards qui évitaient constamment ses yeux et regardaient par-dessus son épaule, et les manières subtiles dont les gens décalaient leurs pas pour éviter d'apparaître dans l'objectif de la caméra. Un membre du personnel des relations publiques, serrant un presse-papier, passa et inclina légèrement le menton, déclarant « Assurons-nous que le personnel reste en dehors du cadre de la caméra. » Merci. Son ton n'était ni dur ni ouvertement impoli. Il était simplement délivré comme s'il s'agissait d'un fait indéniable de la nature, comme si les projecteurs étaient exclusivement destinés à un groupe sélectionné d'individus. Au début de son quart de travail, son manager lui avait dit « Marcus, utilise l'ascenseur de service, mon ami. Ne traverse pas le hall principal pendant que les invités sont photographiés. » L'utilisation occasionnelle de « mon ami » semblait cordiale mais distante, une façon d'éviter de reconnaître le Marcus brillant affiché sur son badge. Un agent de sécurité marcha dans la même direction, son regard n'étant pas ouvertement hostile, mais clairement discipliné, scannant, anticipant et observant constamment. Marcus présenta poliment sa carte d'identité du personnel avec un sourire agréable. Le garde hocha brièvement la tête et continua de marcher, mais lorsque Marcus navigua à la périphérie du hall principal pour ramasser quelques verres vides, le son distinct de chaussures de ville noire le suivit de près pendant plusieurs instants. Sur une petite estrade surélevée à l'extrémité de la vaste pièce reposait un piano Steinway End, son modèle D, immobile et élégamment posé comme une promesse attendant d'être tenue. Sa surface noire polie captait la lumière des lustres d'en haut, la fragmentant en d'innombrables petites étoiles scintillantes. Marcus interrompit ses mouvements, non pas par épuisement, mais parce qu'un souvenir oublié refit brièvement surface en lui. Il se rappela l'arôme distinct du bois poli et la sensation fraîche et douce des touches d'ivoire sous ses doigts. Il détourna alors consciemment son regard de l'instrument. Il était là pour effectuer ses tâches de nettoyage, pas pour jouer d'un instrument de musique. La foule rassemblée coulait continuellement autour de lui. Une femme du monde distinguée s'arrêta brusquement lorsque Marcus s'approcha involontairement trop près du bord de la vue de la caméra. « Excusez-moi. Veuillez faire le tour », lui intima-t-elle. Un homme fit alors un signe subtil de la main. « Et, vous ?» Marcus se tourna vers lui. « Oui, monsieur. Mon nom est Marcus, » répondit-il. L'homme tendit un jeu de clés de voiture, gesticulant vers l'entrée principale de l'hôtel. « Où est le voiturier ?» demanda-t-il. « Monsieur, je suis membre du personnel d'entretien. Le service de voiturier est situé à l'entrée principale, » expliqua Marcus. L'homme émit un à plat et laissa son regard glisser du visage de Marcus, comme s'il avait rencontré une vitrine ébranlable. Marcus était habitué à de telles réactions. Dans cet environnement, réussir à rester inaperçu était une tactique de survie essentielle, ce qui impliquait de se déplacer délibérément le long du bord du tapis, d'éviter habilement le regard des caméras, de contourner de grandes colonnes et de toujours s'assurer qu'il était la dernière personne à passer une porte afin que personne n'ait besoin de s'écarter pour lui. De temps en temps, quelqu'un à proximité murmurait « Vous n'avez pas votre place ici ». Ce commentaire ne lui était jamais adressé personnellement, mais semblait plutôt prononcé vaguement dans l'air, destiné à sa forme passagère. Il ramassa diligemment les verres usagés, remplaça les cendriers débordants et essuya les bords de divers tables. Une autre assistante des relations publiques passa en courant, ajustant méticuleusement un décor. « Personnel, veuillez rester en dehors de la ligne de photo désignée, » intima-t-elle. « Compris, » répondit Marcus, sa voix aussi dénuée d'inflexion que le sol fraîchement poli sous ses pieds. Gloria Johnson, la gouvernante vétérane expérimentée, passa près de lui et plaça doucement un paquet de mouchoirs sur son plateau de nettoyage. « Marcus, fais une pause. Bois de l'eau, » suggéra-t-elle gentiment.
Je vais bien, mademoiselle Gloria, l'assura Théil. Elle le regarda un instant de plus, comme si elle souhaitait lui communiquer quelque chose de significatif, mais comprit que ce n'était ni le moment ni le lieu approprié dans le hall bruyant et bondé. Depuis les grandes portes d'entrée, un nouveau groupe d'invités entra, se déplaçant dans un spectacle soigneusement chorégraphié de lumières clignotantes. Ils souriaient, les caméras clignotaient, ils se tournaient, et d'autres flashs se produisaient. Les doigts touchaient gracieusement les verres de champagne. Victoria Whitmore elle-même émergea en dernier du groupe, sa robe de soie rouge vibrante captant la lumière de manière à la faire ressembler à une flamme sculptée et vacillante. Des diamants scintillaient le long de sa clavicule et de son poignet. Elle s'avança avec confiance vers le microphone, sa voix résonnant avec une clarté ferme et brillante, tout comme le verre poli. « Nous sommes réunis ici ce soir, » commença-t-elle, pour nous rappeler collectivement que l'espoir a invariablement une place légitime. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera preuve de sa générosité. Les applaudissements qui suivirent furent polis et réservés, leur son se mêlant harmonieusement à la riche senteur des parfums coûteux et à la délicate effervescence de la mousse de champagne. Le même agent de sécurité continua de suivre subtilement Marcus alors qu'il restait diligemment à la périphérie du hall. Aucune instruction explicite n'avait été donnée pour cette surveillance. Elle se produisait simplement comme une partie intrinsèque d'un réflexe collectif et irréfléchi. Alors que Marcus se penchait pour ramasser un verre vide, il aperçut son propre reflet dans un miroir mural voisin. Il montrait sa chemise d'uniforme bleu marine, ses gants noirs et ses yeux calmes, mais subtilement fatigués, qui avaient vu de nombreuses années de ce travail. De l'autre côté de cette surface réfléchissante, existait un récit parfaitement présenté de bienveillance et d'actes charitables. De son côté du verre se tenait l'homme dont le travail polissait ces mêmes récits jusqu'à ce qu'il brille. Une jeune invitée, tenant son téléphone, s'arrêta exactement là où Marcus se tenait. « Vous ? Désolé. Pourriez-vous bouger, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, sans prendre la peine de regarder son badge. « Oui, madame. Mon nom est Marcus. Je m'écarterai, » répondit-il. Son nom, articulé doucement, semblait disparaître inaudiblement au milieu des faibles brins de musique de fond, si légers qu'ils étaient presque imperceptibles. Il s'arrêta près du bord de la scène, balayant méthodiquement les tables méticuleusement arrangées. Les serviettes étaient pliées avec une précision parfaite, le nombre de verres était exact, et les cendriers étaient moins qu'à moitié pleins. Un autre agent de sécurité s'approcha de lui, offrant un sourire poli. « Monsieur, cette zone désignée est exclusivement réservée à nos invités, » déclara-t-il. « Oui, je serai dehors sous peu, une fois que j'aurai fini de vérifier les verres. »« Merci, » répondit Marcus. Le sourire du garde n'était pas ouvertement inamical. Il possédait simplement une mince couche sous-jacente de suspicion inhérente. Depuis le microphone, l'hôte des relations publiques annonça le programme méticuleusement planifié de la soirée. Une série de discours, suivie d'une vente aux enchères d'œuvres d'art, puis un récital de piano spécial par un artiste invité. Marcus jeta de nouveau un bref coup d'œil au majestueux piano Steinway. De quelque part au plus profond de sa mémoire, la voix de son ancien professeur de musique lui murmura « Ne te contente pas de compter les touches. Ressens vraiment la musique. » Il secoua subtilement la tête. Ici, ses émotions ne faisaient pas partie de ses fonctions désignées. Sa fonction principale était de rester invisible. Un couple passa près de lui, et l'homme, plissant légèrement les yeux, appela « Hé, mon pote, il y a un verre renversé là-bas. » Marcus se tourna. « Oui, je m'en occuperai tout de suite, » dit-il. Il se déplaça comme une ombre insubstantielle sur le sol en marbre poli, chaque mouvement méticuleusement calculé pour paraître plus petit que la vaste pièce elle-même. Ses épaules étaient baissées, ses coudes collés à son corps, et il se tenait légèrement de côté, toujours prêt à céder le passage aux autres. Il avait maîtrisé l'art d'exister comme une ondulation subtile, présent partout mais semblant absent de chaque cadre visuel. De temps en temps, une vive douleur de nostalgie le frappait. Cela se produisait lorsque le piano était testé, avec 3 accords dispersés joués ou quelqu'un appuyant brièvement sur la pédale. Le son était riche, résonnant et profondément évocateur, rappelant d'innombrables nuits qu'il avait passées assis à un piano jusqu'à ce que ses doigts deviennent engourdis, s'efforçant de placer une mélodie particulière précisément là où elle devait être dans la grande partition de sa vie. Maintenant, cette mélodie chérie était dissimulée derrière une porte qu'il avait lui-même délibérément verrouillée. La clé, songea Théil, était probablement perdue quelque part le long du parcours ardu de devenir un individu que personne ne ressentait le besoin de reconnaître. « Marcus, suis ton chemin de service », lui rappela le manager, ses yeux jetant un bref coup d'œil vers le coin où les donateurs posaient pour des photographies, leur sourire soigneusement arrangé. « Ne traverse pas le hall principal. »« Oui, monsieur », affirma Marcus.
Il se dirigea vers l'ascenseur de service. À l'étroit carrefour de 2 couloirs, il s'arrêta, non pas par épuisement physique, mais pour avaler silencieusement quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui pesait lourdement en lui. Puis, il continua son chemin. Le gala se déroulait avec une précision parfaite, comme une machine parfaitement synchronisée. Les discours commencèrent exactement à l'heure. Les applaudissements éclatèrent aux bons endroits, et les caméras étaient positionnées aux angles précis. L'atmosphère omniprésente d'invisibilité fonctionnait avec la même fluidité. Les membres du personnel utilisaient les itinéraires arrière désignés, leurs noms individuels s'estompant en des étiquettes génériques comme « mon pote » ou « vous », tandis que les expressions dans les yeux des invités servaient constamment de rappel « vous n'avez pas votre place ici ». Chaque élément s'intégrait impeccablement dans la machinerie éblouissante et polie de l'événement. Seul Marcus, dans un bref instant avant que la porte de service ne se referme doucement derrière lui, jeta un dernier regard sur le magnifique piano Steinway. La lumière radiante du lustre se déversait sur la surface du piano, se transformant en une lueur sereine et tamisée. Il expira doucement, un soupir léger, comme s'il déposait une petite pierre lisse dans une rivière tranquille. Puis, il poussa son chariot à l'intérieur de l'ascenseur, et la porte se referma silencieusement derrière lui, avec la rapidité discrète d'un clin d'œil. La dignité n'a pas d'uniforme prescrit, elle est uniquement définie par le courage. La porte de l'ascenseur de service s'était à peine refermée avec un léger clic derrière lui que Marcus ramena immédiatement son chariot de nettoyage vers la périphérie du hall principal, dans l'intention de ramasser les derniers verres vides avant le début des discours. Tout se déroulait précisément selon le programme méticuleusement planifié, et il était parfaitement conscient que même une perturbation mineure dans le déroulement des événements pourrait altérer irrévocablement toute l'atmosphère de la pièce. Une femme des relations publiques, un presse-papier fermement serré à la main, passa en balayant, parlant comme si elle s'adressait à l'air lui-même. « Rappelez-vous, assurez-vous que le personnel reste en dehors de la ligne de photo. » De l'autre côté de la vaste pièce, un agent de sécurité imitait instinctivement les mouvements de Marcus, sans nécessité d'ordres explicites. Dans le faisceau lumineux et circulaire du projecteur de la caméra, Victoria Whitmore se tenait en équilibre, comme si elle était le point immuable et fixe sur un graphique méticuleusement dessiné. Sa robe de soie rouge vibrante épousait parfaitement sa silhouette, et les diamants qu'elle portait captaient la lumière avec une intensité éblouissante, son sourire méticuleusement calibré à l'angle parfait. Dans son esprit, une longue liste de contrôle mental des risques potentiels défilait continuellement. Un actionnaire majeur potentiellement irrité par le procès syndical de la semaine dernière, la présence d'un journaliste imprévisible cette nuit-là, et un nouveau donateur crucial qui nécessitait un démarchage attentif. Le contour complexe de son discours, les angles précis de la caméra, qui devait se tenir avec qui, et surtout, ce qui ne devait absolument pas se produire, elle connaissait chaque détail par cœur, aussi intimement qu'elle connaissait ses tables de multiplication. Ce qu'elle n'avait absolument pas pris en compte, cependant, était l'élément humain imprévisible qui se trouvait au-delà des limites de son plan méticuleux. Marcus s'agenouilla, atteignant profondément sous une table pour récupérer un verre qui avait roulé loin de la vue. Il se redressa juste au moment où Victoria se détourna d'une caméra, agitant nonchalamment son poignet. Le champagne éclaboussa en une traînée dorée chatoyante, atterrissant directement sur sa robe de soie rouge vibrante. Une seconde haletante s'écoula, remplie d'une tension presque palpable, avant que l'attention collective de la pièce ne se déplace. Tous les regards convergèrent sur la scène, et de nombreux téléphones commencèrent à se lever, prêts à capturer le drame qui se déroulait. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Victoria transperça l'air, aiguë et cassante comme du verre brisé. Marcus plaça soigneusement le verre récupéré sur son plateau, redressa sa posture et ouvrit ses mains dans un geste, comme s'il tentait de calmer l'atmosphère soudainement agitée de la pièce. « Je suis désolé, madame. »« Désolé, l'interrompit-elle sèchement. « Vous avez taché cette robe coûteuse, » s'exclama Victoria. « Avez-vous la moindre idée de sa valeur monétaire ?» La question n'était pas destinée à obtenir une réponse factuelle. Au lieu de cela, elle servait à quantifier précisément la vaste disparité entre un individu qui se sent intrinsèquement en droit de formuler des exigences et un autre qui a fondamentalement besoin d'une permission explicite pour simplement exister. Un homme d'affaires présent dans la salle sourit en connaissance de cause. Aucun simple concierge ne pourrait se permettre de couvrir la moindre tache sur cette robe particulière, fit-il remarquer. Des rires se répandirent spontanément dans la foule rassemblée. Une autre voix, assez forte pour être clairement audible dans toute la pièce, ajouta « Des individus comme vous devrez constamment rester en arrière-plan. » L'agent de sécurité, posté à proximité, fit un pas subtil plus près de Marcus, non pas de manière ouvertement menaçante, mais simplement en se tenant en place comme un point final concluant à la fin d'une accusation pointue.
Marcus maintint un ton de voix égal et stable. Je peux couvrir la facture du nettoyage à sec, madame, offrit-il. Il était parfaitement conscient que ses paroles étaient aussi fragiles qu'un morceau de papier de soie. Un mois entier de ses salaires serait totalement insuffisant pour couvrir même une fraction de la facture d'une boutique pour un tel article. Pour Victoria, la lassitude accumulée, résultant d'une vie perpétuellement confinée dans une cage stricte d'attente, se condensa en un réflexe automatique et instinctif, réaffirmer son contrôle absolu sur la situation. Elle se tourna partiellement, attirant habilement l'attention de toute la pièce sur elle-même. « Et si on faisait ça ?» proposa-t-elle, sa voix froide et cinglante, mais en même temps brillante, comme une commande claire conçue pour rediriger l'attention de la foule. Un bref moment de silence plana dans l'air, puis la pièce éclata en une cacophonie de voix et de rires. Quelqu'un plaisanta, « Faites attention, il y a plus de touches blanches que noires. » Un autre proposa, quelque gueule symbolique, mais les yeux continuaient de sourire. La blague apparemment innocente glissa sans effort dans un sillon mental préexistant, encapsulant habilement des sous-entendus raciaux sous le couvert de l'humour, évitant ainsi la nécessité de les nommer explicitement. Debout à la périphérie du rassemblement, Gloria Johnson resserra instinctivement sa prise sur le paquet de mouchoirs qu'elle tenait. Elle regarda d'abord Marcus, puis son regard se porta sur Victoria. Elle reconnut immédiatement cette expression particulière sur le visage de Victoria, le regard de quelqu'un qui n'avait jamais été contraint de se demander s'il était vraiment autorisé à occuper l'espace où il se tenait. Il n'est pas nécessaire de dramatiser cela, ce n'est qu'un petit accident, tenta d'intervenir une femme, mais la multitude de caméras restait résolument levée, toujours en train d'enregistrer. Marcus aurait pu facilement se retirer dans le couloir de service, comme il le faisait toujours, devenant ainsi un simple vide que la vague d'attention aurait pu traverser sans effort. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose de profond en lui refusa catégoriquement de céder ou de se retirer. « Je n'exige pas que vous m'épousiez, » déclara Marcus, ses yeux inébranlables et sa voix basse mais distinctement claire. « Cependant, si j'y parviens, je m'attends à ce que vous teniez parole. » Quelques rires isolés émergèrent de la foule, testant le sérieux de sa déclaration. Victoria arqua un sourcil élégant, essayant toujours de ramener le moment qui se déroulait dans le domaine d'une plaisanterie légère. « Parfait. Montrez-nous, mon pote, dit-elle, insistant délibérément sur le mot « mon pote », comme s'il s'agissait d'un sot dédaigneux. C'était une autre façon subtile d'éviter de l'appeler par son vrai nom. « Faisons un pari », cria un invité avec enthousiasme. 500 si vous pouvez jouer toute la pièce musicale sans faire une seule erreur. 1000 si vous parvenez à la maintenir plus de 30 secondes. L'argent commença à apparaître et à s'échapper de divers portefeuilles dans la pièce. Cette excitation débridée, non entachée d'une réelle empathie, leur permit de s'enthousiasmer bruyamment sans avoir à affronter la réalité inconfortable qu'ils provoquaient et alimentaient activement une humiliation publique flagrante. La femme des relations publiques jeta un coup d'œil rapide à Victoria. Un léger froncement de sourcils apparut sur le front de Victoria pendant une seconde, puis un sourire fin et artificiel. Si l'incident était correctement cadré, le clip vidéo qui en résulterait avait le potentiel d'augmenter considérablement leur portée d'audience. Dans l'esprit stratégique de Victoria, des calculs de crédit de bonne volonté, de métriques d'engagement d'audience et d'impact potentiel sur les gros titres clignotaient rapidement. Elle avait été rigoureusement formée à quantifier chaque aspect de sa vie en termes numériques et avait, ce faisant, complètement oublié comment mesurer la valeur en termes d'êtres humains. Marcus secoua doucement la tête lorsque les divers billets de banque lui furent tendus. « Je n'accepte pas votre argent, » déclara-t-il fermement. « Alors qu'est-ce que vous désirez » demanda une voix de la foule. « Juste une chose, » répondit Marcus. « Si je réussis, vous serez contrainte de vous souvenir de chaque mot que vous venez de prononcer devant toutes les personnes présentes ici ce soir. » Une pause subtile et fine imprégna l'air. Victoria rit alors, cette fois plus largement. Elle restait convaincue qu'elle conservait toujours la pleine propriété du récit qui se déroulait. « Marché conclu, » déclara-t-elle. « Il y a beaucoup de témoins ici ce soir. » Elle désigna la scène. « Ce piano, » continua-t-elle, « toute la ville est prête à assister à votre performance. » L'agent de sécurité marcha parallèlement à Marcus, escortant efficacement ce qu'il percevait comme un risque potentiel en mouvement. David Chen, l'estimé critique musical, se tenait parfaitement immobile, comme une virgule soigneusement placée dans une phrase, observant attentivement comment un simple sourire en coin pouvait profondément redéfinir l'existence entière d'une personne. Il regarda d'abord le Steinway, puis son regard se porta sur Marcus, ses yeux scintillant d'une anticipation naissante. « Allez » pressa quelqu'un dans la foule, son sourire mince et tranchant comme une lame. « Ne nous faites pas attendre. » Beaucoup de touches blanches. Plus de rires, bruyants mais ostensiblement froids,
résonnèrent dans le hall. Victoria ajusta méticuleusement sa robe. Pendant une fraction de seconde éphémère, son regard croisa brièvement celui de Marcus, ne le percevant pas comme un individu sensible, mais plutôt comme un simple accessoire, à évaluer froidement pour son utilité. Au plus profond d'elle, la fatigue sous-jacente persistait, le fardeau des emails urgents, des réunions matinales exigeantes et de la pression incessante des actionnaires. Cependant, elle avait délibérément choisi de canaliser cet épuisement dans une démonstration brute de pouvoir. Et le pouvoir incontrôlé gravitait invariablement vers la surface la plus basse disponible sur laquelle il pouvait se déchaîner. Marcus prit une profonde inspiration. Il plaça soigneusement son plateau de nettoyage sur la table la plus proche, puis retira ses gants, les pliant soigneusement. Toutes les habitudes ancrées de se faire paraître plus petit que la vaste pièce elle-même, il les effectua une dernière fois avant de s'avancer dans l'espace ouvert, illuminé par les yeux impatients et les caméras d'enregistrement qui attendaient avec impatience sa chute inévitable. « Après vous, » dit Victoria, sa voix douce mais d'une froideur glaçante. « Il est temps de le prouver, mon pote. » La pièce se gonfla d'un « oh » audible d'anticipation excitée. Au bord même de la foule, Gloria Johnson secoua la tête le plus légèrement possible, presque imperceptiblement. Seul Marcus le remarqua. David Chen fit un demi-pas en avant, sa main reposant nonchalamment dans la poche de son costume, prêt à témoigner d'une véritable capacité, pas seulement d'un autre spectacle. Marcus commença à marcher. Le léger son de ses chaussures sur le sol en marbre était à peine audible. Pourtant chacun de ses pas délibérés semblait subtilement recalibrer le centre de gravité de la pièce entière. Au terme de sa marche, l'élégant piano noir Steinway End, son modèle des gisait immobile, son couvercle poli captant la lumière du lustre et la transformant en son propre ciel intime et privé. Les rires n'avaient pas entièrement cessé, ils persistaient ici et là, tombant sporadiquement comme une grêle de fin de saison. Mais sous le bruit persistant, un silence subtil commença à se matérialiser, un espace juste assez vaste pour la musique, si elle choisissait d'émerger. Marcus posa doucement une main sur le bord de la scène. L'agent de sécurité s'arrêta précisément au périmètre, choisissant de ne pas avancer davantage. La femme des relations publiques recula d'un demi-pas, sa caméra enregistrant toujours activement. Victoria garda le menton haut, absolument convaincue qu'elle commandait toujours pleinement le moment qui se déroulait. Mais pour la toute première fois de la soirée, Marcus ne tenta pas de diminuer sa présence. Il se tint simplement à la pleine stature digne d'un homme. « Mon nom est Marcus », annonça-t-il, sa voix portant assez clairement pour que ceux des premiers rangs l'entendent. « Pas mon pote. » Il s'avança ensuite avec assurance sur l'estrade en bois, se dirigeant vers le piano avec la manière délibérée d'un individu abordant une conversation authentique et significative, plutôt qu'une simple performance secondaire. À partir de cet instant pivot, toute l'atmosphère de la nuit changea irrévocablement, et l'audacieux défi de mariage, qui avait initialement sonné comme une plaisanterie frivole, commença à se solidifier en une promesse contraignante et sérieuse en présence d'une salle remplie de nombreux témoins. Ce qui était sur le point de se produire ne serait plus un simple divertissement. Cela deviendrait indéniablement un profond test de dignité, de talent inhérent et du pouvoir inébranlable de la parole donnée. Immédiatement après la déclaration calme et résolue de Marcus, « Mon nom est Marcus, pas mon pote », le niveau sonore ambiant dans la pièce sembla diminuer perceptiblement. Il continua de marcher, chaque pas délibéré sur le sol en marbre poli étant égal et mesuré. Ni rapide ni lent, son rythme suggérait qu'il recalibrait méthodiquement ses propres dimensions inhérentes dans un espace qui n'avait jamais été véritablement destiné à l'accueillir. Une pile de billets de banque fut poussée en avant, accompagnée du claquement distinct de portefeuilles s'ouvrant. 500 si vous jouez une pièce entière. 1000 si vous ne fuyez pas en 30 secondes. L'air vibrait d'une excitation propre. Ils se sentaient libres de s'amuser pleinement sans avoir à reconnaître consciemment qu'ils applaudissaient activement un acte d'humiliation publique. Marcus ne jeta même pas un coup d'œil à l'argent. « Je ne suis pas ici pour jouer comme un animal domestique dressé », déclara-t-il. « Je n'accepte pas vos paris. » Il se tourna alors directement vers Victoria, l'individu qui avait lancé le défi. « J'accepte, » affirma Marcus, « et je ne demande qu'une chose. Si je réussis, Mademoiselle Whitmore tiendra parole devant toutes les personnes présentes ici ce soir. » Quelques sifflets retentirent, un mélange de sous-entendus moqueurs et de véritables tests. Victoria Whitmore leva subtilement le menton, son sourire se durcissant en une expression figée et impénétrable. Dans son esprit, le tableau des risques complexes défilait rapidement, le procès syndical litigieux de la semaine dernière, la présence d'un journaliste imprévisible ce soir, et le nouveau donateur crucial qu'elle devait impressionner. Elle évaluait les situations en termes de graphiques complexes et de titres sensationnels, non dans le contexte nuancé des individus. S'il échouait,
Toute la pièce éclaterait sans aucun doute de rire. Fait, pensa TL avec décision. Si, par un mince hasard, il réussissait, elle pourrait facilement manipuler le récit pour dépeindre la nuit comme une découverte de talent imprévu. Ce à quoi elle n'était absolument pas habituée. Cependant, c'était un employé osant exiger qu'elle tienne parole. Marcus atteignit la base même de la scène. 2 agents de sécurité s'avancèrent immédiatement, bloquant son chemin par habitude. « Monsieur, cette zone est strictement réservée aux artistes et aux invités seulement. » Leur ton poli, la limite qu'ils établissaient douce mais indéniablement réelle. Marcus s'arrêta, choisissant de ne pas discuter. Il inclina subtilement la tête, attirant leur attention sur sa gauche. Là, un couple caucasien se penchait joyeusement sur le bord de la scène, prenant activement des selfies avec le majestueux piano Steinway mis en évidence en arrière-plan. Personne ne tenta de les arrêter. Les gardes hésitèrent un bref instant, puis revinrent à contre-cœur à leur position précédente directement devant Marcus. Cette petite parenthèse révélatrice exposait clairement le déséquilibre inhérent à la pièce. La même règle, mais appliquée sélectivement à un seul individu. À la périphérie du hall, Gloria Johnson observa la scène, ses lèvres serrées. Ce n'était pas un incident isolé. Une voix masculine profonde et claire coupa le murmure de la foule. « Laissez-le passer », David Chen, le critique musical, qui se tenait à proximité, intervint calmement. Il n'éleva pas la voix, il ne fit que déplacer légèrement son épaule. « Ce soir, je désire entendre de la musique, non assister au repositionnement de barricades, déclara-t-il. Les gardes échangèrent des regards furtifs, puis s'écartèrent à contre-cœur à moitié, ouvrant le chemin à Marcus, tout en le flanquant de près comme s'il escortait un risque potentiel en mouvement. Le front de Victoria se plissa presque imperceptiblement. Elle n'aimait absolument pas que quelqu'un d'autre dicte le rythme de son événement. Une employée des relations publiques lui toucha doucement la manche et murmura « C'est mieux si Chen prend la parole, cela ajoute de la légitimité. » Victoria inspira profondément, rétablissant son sourire à son réglage méticuleusement entraîné, celui qu'elle avait perfectionné tout au long de sa vie, apte à transformer toute émotion brute en une procédure soigneusement exécutée. Une invitée marmonna audiblement « Il devrait aussi nettoyer le piano. » La sueur. C'était une remarque légère, mais subtilement amère, une observation polie portant un préjugé profondément enraciné. Marcus retira méticuleusement ses gants, les pliant soigneusement sur son plateau de nettoyage. C'était un geste petit et décisif, comme celui de se défaire d'un uniforme invisible. Il regarda alors directement Victoria. « Confirmons une dernière fois, » commença-t-il. « Vous avez explicitement dit, si je joue mieux qu'un pianiste professionnel, vous m'épouserez. Je ne désire pas cela. Je souhaite simplement que vous teniez parole, de quelque manière que vous jugiez appropriée, mais publiquement. » Un invité masculin rit intelligemment. « Personnalisation du prix, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-il. Un autre ajouta « Tenez sa parole. » Comment ? Écrivez un chèque. Marcus secoua doucement la tête. Je n'ai pas besoin d'un chèque monétaire. J'ai besoin de preuves tangibles que les paroles prononcées dans cet espace ont un poids substantiel, articula Marcus. David Chen hocha la tête en signe d'approbation. Vous parlez du concept crucial de la responsabilité publique, observa le critique. Oui, affirma Marcus. Dans les yeux de Victoria, une légère hésitation apparut, puis disparut rapidement. Partout dans la pièce, de nombreux téléphones étaient simultanément levés, leurs minuscules voyants clignotant rythmiquement. Le tableau des risques internes dans l'esprit de Victoria commença à défiler à nouveau. Hashtag sur le travail, actionnaire conservateur. Elle força un sourire, mettant efficacement fin à la discussion. Nous sommes tous des témoins ici, déclara-t-elle. David Chen ajouta. Et s'il joue à un niveau professionnel, j'en attesterai personnellement à la presse. Quelques brèves salves d'applaudissements éclatèrent. Un segment de la pièce était clairement prêt à valoriser le principe d'intégrité, pas seulement le spectacle lui-même. Marcus hocha la tête une fois, puis monta sur l'estrade surélevée. Un agent de sécurité se rapprocha instinctivement de lui. Marcus ne jeta même pas un coup d'œil aux gardes. Son regard resta fixé uniquement sur le chemin devant lui. Pendant de nombreuses années, ce chemin avait invariablement été obstrué par divers mécanismes méticuleusement déguisés en courtoisie. Ce soir, cependant, il le traversait sous l'autorité de son propre nom. « Laissez-le passer », réitéra David Chen, comme s'il plaçait un point final définitif à la fin d'une phrase cruciale. Le garde se figea un instant, puis se déplaça vers le bord même de la scène en contrebas. Le couple prenant des selfies continuait de plaisanter sur les « touches blanches »
touches noires. Personne ne ressentit le besoin de les faire taire. L'attention de toute la pièce était singulièrement fixée sur un homme, et ses attentes collectives étaient fermement rassemblées, anticipant sa chute inévitable. Marcus se tint directement devant le magnifique piano Steinway End, son modèle D. Il plaça sa paume à plat sur son couvercle, sentant sa surface fraîche, solide et intimement familière. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda directement son challenger, s'adressant à elle par son nom. « Mademoiselle Whitmore, déclara-t-il, je souhaite vous entendre articuler une chose. Clairement. Je tiendrai parole. » Pour la toute première fois ce soir-là, Victoria manqua un demi-battement dans sa contenance. Elle n'était absolument pas habituée à prononcer des répliques écrites par quelqu'un d'autre, mais face à un nombre écrasant de caméras et au hochement de tête subtil et insistant de son équipe de relations publiques l'exhortant à contrôler résolument le récit, elle leva le menton. « Je tiendrai parole, déclara-t-elle. La dernière syllabe était mince et tendue comme un fil. C'était à la fois une promesse contraignante et une barrière invisible. Gloria laissa échapper un souffle que seul Marcus sembla remarquer. Il leva alors le couvercle du piano. La charnière produisit un léger clic distinct. Au premier rang, une femme murmura conspiratoirement à son ami. « Et s'il sait vraiment jouer ?» L'ami se contenta de hausser les épaules. « Alors nous avons une histoire captivante, » répondit-elle. Elle parlait toujours d'une histoire, plutôt que de reconnaître l'homme lui-même. Victoria garda son sourire poli, son pouce effleurant inconsciemment la tache de champagne maintenant sèche sur sa robe. La fatigue persistante à la base de son cou, le prix des réunions incessantes de toute la journée, d'un déluge de mails urgents et de la pression constante des actionnaires exigeants, avait été canalisée sans effort dans un défi aussi simple que de claquer des doigts. Une pensée discordante et troublante lui traversa brièvement l'esprit. Pourquoi avait-elle prononcé cette phrase particulière si facilement? Puis, la logique familière des relations publiques enveloppa et supprima rapidement cette pensée une fois de plus. S'il joue bien, nous découvrons un nouveau talent. S'il joue mal, la pièce rit simplement. C'est un scénario gagnant-gagnant. Quelque part, le concept profond de dignité attendait toujours, indicible, juste au-delà de la porte fermée de leur perception. Marcus tira doucement le banc de piano et s'assit. Il vérifia méticuleusement sa distance par rapport aux touches, laissa ses épaules tomber et relâcha consciemment ses poignets. Ces vieux rituels ancrés lui revinrent comme une mémoire musculaire profondément incrustée. Il parla assez fort pour que ceux du premier rang l'entendent clairement. « Merci d'avoir fait de la place, » dit-il. La déclaration semblait intrinsèquement polie, pourtant quiconque directement interpellé en comprendrait sans équivoque l'implication sous-jacente. Il parlait non seulement aux agents de sécurité mais aussi au système omniprésent qui, pendant si longtemps, l'avait relégué à la périphérie du hall. La foule se calma progressivement, ponctuée de quelques sarcasmes impatients. « Allez, faites-le. Ne nous faites pas attendre. » En marge du rassemblement, l'homme de tout à l'heure murmura. « Regardez, ses mains tremblent. » Son compagnon répondit. « Bien sûr qu'elles tremblent. Qui ne serait pas nerveux ?» David Chen offrit un petit sourire complice. « Qu'elle tremble ou non, la musique elle-même apportera la réponse, » fit-il remarquer. Marcus posa délicatement ses doigts sur les touches, les touchant à peine, sans encore appuyer. L'air de la pièce semblait tendu et mince, comme s'il attendait collectivement un claquement décisif. Il avait refusé sans équivoque les offres monétaires, contraint Victoria à répéter « Je tiendrai parole » devant de nombreux témoins, et traversé délibérément une barrière de longue date sous l'autorité de son propre nom. Tout ce qui restait maintenant était le son à venir du piano. Et quand ce son finit par émerger, il n'arriva pas avec un éclat soudain de bruit, mais avec un souffle doux qui sembla toucher délicatement l'air autour d'eux. Marcus frappa la première touche comme s'il tapotait doucement la surface d'une eau calme. Il n'y eut pas de démonstration ostentatoire, pas de fioriture élaborée. Au lieu de cela, une note propre et pure résonna, immédiatement suivie d'une deuxième note qui sembla ouvrir une porte métaphorique, permettant à la mélodie évocatrice de « Summertime » d'entrer gracieusement dans l'espace. Il choisit intentionnellement un tempo d'un demi-battement plus lent que l'interprétation habituelle, accordant à chaque phrase musicale amplement d'espace pour respirer et s'exprimer pleinement. Sa main gauche posa méticuleusement une base douce et de soutien, rappelant des pieds nus marchant tranquillement sur un trottoir chaud d'été. Sa main droite articula la mélodie avec parcimonie, chaque note descendant avec précisément le poids qu'il fallait. La pédale fut brièvement pressée, puis rapidement relâchée, permettant à la riche résonance de s'accrocher subtilement au sol en marbre du hall avant de se dissiper doucement comme une brume matinale. Marcus ne racontait pas simplement une histoire.
Il construisait méticuleusement des phrases musicales. Les silences délicats intercalés entre ces notes n'obstruaient pas les oreilles de l'auditeur. Au contraire, il les invitait à se pencher plus attentivement, à s'engager plus intimement. Au deuxième rang, l'homme qui avait précédemment fait une blague désobligeante sur les touches blanches, touches noires, vit son sourire se figer en l'air. Puis, il se replia lentement sur lui-même, éteint aussi complètement qu'une flamme de bougie recouverte d'une cloche de verre. Son verre de champagne, auparavant tremblant, resta maintenant parfaitement immobile. Une femme qui enregistrait une vidéo coupa brusquement son téléphone, puis le posa face cachée, comme si elle craignait de faire le moindre bruit. Le rire omniprésent qui avait rempli la pièce ne disparut pas instantanément. Au lieu de cela, il diminua progressivement, s'assécha et se retira aux confins du hall. David Chen se pencha en avant avec une intense concentration, son œil expert ne manquant aucun détail. Il observa la manière précise dont Marcus ancrait une note basse pour maintenir la ligne mélodique centrée, et comment il évitait intentionnellement les fioritures techniques ostentatoires au profit d'une retenue profonde et artistique. Beau toucher, ton chaud, nota mentalement David. Non pas une chaleur obtenue par des astuces astucieuses, mais par une intention pure et sincère. Un joueur qui comprend vraiment ce qu'il transmet et à qui. David observa également comment Marcus pliait subtilement deux blue notes au moment précis, les tenant et les relâchant de manière à ce qu'une mélodie familière semble soudainement nouvelle. Au premier rang, Victoria Whitmore garda son sourire poli et figé, mais un léger adoucissement s'enregistra dans son expression. Elle avait méticuleusement préparé deux scénarios distincts pour manipuler habilement le récit. Pourtant, ce son particulier n'appartenait incontestablement à aucun des deux. D'une mince fissure de sa mémoire, elle se rappela vivement elle-même à l'âge de 10 ans, assise devant le vieux piano droit de sa maison d'enfance, son professeur âgé lui pressant doucement la main et lui disant « Le silence est aussi une note, jeune fille ». Victoria avait profondément détesté cette leçon particulière. À l'époque, pour elle, le silence ne signifiait que l'absence, absence d'argent, absence de pouvoir, absence d'applaudissements. Mais maintenant, le silence profond que Marcus répandait dans la pièce portait un poids distinctement différent, plus lourd. Le piano Steinway lui répondit comme s'il le connaissait intimement depuis de nombreuses années. Pendant la section du pont de la pièce, Marcus inclina subtilement l'harmonie dans une nuance plus profonde. Pas d'obscurité, mais plutôt une profondeur profonde. Il maintint une seule note pendant une période prolongée, assez longtemps pour que les auditeurs réalisent collectivement qu'ils attendaient sa libération. Et ce moment même transforma la pièce d'une foule simplement avide de spectacle en un public attentif et véritablement à l'écoute. Les serveurs ralentirent instinctivement leurs pas. Les agents de sécurité baissèrent subtilement leurs épaules, leur posture se détendant. La représentante des relations publiques, pour la première fois de la soirée, cessa de consulter son tableau de bord mental interne. Marcus ne regarda personne en particulier. Sa posture resta calme et centrée. Ses épaules étaient détendues, son dos à l'aise, et ses yeux étaient parfois mi-clos, non pas comme un affect de performance, mais parce qu'il était profondément attentif à la manière subtile dont les notes résonnaient sur les murs, lui renvoyant comme de douces vagues. Il ne se présentait pas, il retournait, en essence, à son vrai moi. Chaque phrase musicale qu'il posait méticuleusement semblait réécrire une ligne sur un CV qui avait longtemps été barré. Plus de « mon pote ». Plus de « vous ». Plus de « gens comme vous ». Ici, en ce moment singulier, se tenait Marcus Reed, un homme avec un nom distinct, et avec une voix indéniable. Depuis sa position au bord du hall, les yeux de Gloria Johnson se remplirent de larmes non versées. Lorsque Marcus passa sans effort à un délicat ornement musical, les pensées de Gloria s'orientèrent vers toutes les innombrables matinées où elle avait observé le personnel pointé, chaque individu portant une vie remplie de complexité que personne ne prenait jamais la peine de questionner. Elle sentit comme si cette musique marchait en solidarité avec eux, comme si quelqu'un était délibérément sorti des limites du couloir de service, avait placé une chaise directement au milieu du tapis rouge opulent, et avait étendu une invitation sincère. « Asseyez-vous. Racontez-moi votre histoire. » Quelque part dans la vaste pièce, le bourdonnement omniprésent du système de CVC, un bruit de fond avec lequel tout le monde avait simplement appris à vivre, disparut complètement de la conscience. L'homme au cigare abaissa lentement sa main de ses lèvres. Une femme ajusta délicatement son châle puis oublia de terminer le geste, laissant ses doigts reposer oisivement sur ses genoux. Quelqu'un commença à soupirer, puis s'arrêta brusquement, semblant avoir peur de perturber la goutte délicate et éthérée qui était précairement suspendue au bord du moment. Victoria baissa les yeux sur la tache de champagne sur sa robe, maintenant sèche et formant une fine crête. Elle tenta de diriger ses pensées vers les préoccupations de dommages à l'image et d'opportunités médiatiques potentielles,
Mais la pensée refusa obstinément de se former. Elle réalisa soudain qu'elle ne possédait aucun mot facilement disponible pour décrire cette expérience profonde. Elle avait fermement cru que tout pouvait être soigneusement étiqueté et quantifié par des KPI, des rois ou des analyses de sentiments, mais cette musique la nommait, paradoxalement. Non pas comme Aéris, non pas comme futur PDG, non pas comme un package de valeurs nettes. Au lieu de cela, elle appelait une véritable personne derrière la barrière de verre invisible qu'elle avait construite. La sensation était aussi profondément troublante que de toucher un endroit longtemps oublié en elle-même qu'elle n'avait pas accédé depuis des années. Marcus fit gracieusement le tour d'une courte variation musicale, puis relâcha consciemment l'envie d'afficher ouvertement son talent. Il fit une pause juste avant la coda, comme s'il se tenait à un carrefour crucial. Il choisit le chemin plus simple et plus direct du retour, ramenant la mélodie à son point de départ sans aucun ornement inutile. C'était une décision culturelle délibérée. Summertime, entre ses mains capables, n'était pas un simple exercice de doigts. Il servait de passerelle profonde vers un courant profond de mémoire collective. Des porches paresseux au plus fort de l'été, des marches d'entrée usées, et des voix qui adoucissaient délicatement les arêtes vives d'une longue et ardue journée. Il n'avait pas besoin de déclarer explicitement « culture noire ». Quiconque avait des oreilles discernantes pouvait clairement percevoir son riche courant dans la musique. Pendant un instant fugace, il leva les yeux et rencontra le regard de Gloria. Il n'eut pas de sourire, pas de hochement de tête ouvert, juste un simple regard compréhensif qui confirma qu'il savait qu'elle était présente, et par extension, il savait que toutes les personnes comme elle, ses mains infatigables qui polissaient les sols jusqu'à un éclat brillant depuis l'aube, étaient aussi métaphoriquement présentes dans cette pièce. David Chen écoutait avec une telle intensité qu'il nota ce qui n'était délibérément pas joué. Il mesura silencieusement la longueur précise des pauses entre les phrases et observa la manière sans effort dont Marcus revenait à la tonique sans aucun délai. Ce n'était pas un accident, c'était un choix conscient et délibéré. Il inclina légèrement la tête, comme s'il acceptait silencieusement une poignée de main invisible. La vraie maturité dans l'expression musicale ne réside pas dans l'acte d'ajouter plus de couches, mais plutôt dans l'art profond d'omettre intentionnellement plus d'éléments. Lorsque la note finale descendit gracieusement, Marcus souleva doucement la pédale, permettant au son de s'évanouir complètement dans le silence total. Il n'y eut pas de point d'exclamation emphatique, pas de grand feu d'artifice. Juste un petit point parfaitement rond, suivi d'un silence total. Ce n'était pas le silence gênant qui suit un incident de champagne renversé, ni le silence vide de n'avoir plus rien à dire. Ce silence avait, d'une manière profonde, transformé sa couleur même. Il était profond, chaud et puissamment présent. Toute la pièce sembla inspirer collectivement en même temps. Un seul et unique applaudissement retentit, puis s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un avait frappé mais s'était soudainement souvenu que quelqu'un d'autre dormait. Marcus ne se tourna pas vers le public pour chercher son approbation. Il resta parfaitement immobile, ses mains reposant lâchement sur ses genoux, son regard fixé sur personne en particulier. Sa posture transmettait éloquemment le reste de son message. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis ici pour nommer. Pour nommer ceux qui sont régulièrement mis hors cadre, pour nommer la dignité inhérente qui ne nécessite pas d'uniforme. Au premier rang, Victoria sentit une voix inconnue remuer en elle, une voix qu'elle étouffait habituellement avec les exigences implacables de son emploi du temps. Que ai-je fait à cet homme? La question résonna, et elle ne s'arrêta pas uniquement à Marcus. Elle balaya, englobant tous les innombrables membres du personnel qu'elle croisait régulièrement sans les voir vraiment chaque jour, se répandant sur les emails impersonnels qui demandaient perpétuellement « Utilisez l'ascenseur de service ». Restez en dehors de la ligne de photo. Elle laissa une sensation légère et glaçante à la nuque. Elle leva les yeux vers le magnifique lustre, la source de lumière qu'il avait toujours implicitement soutenue, et pour la première fois cette nuit-là, elle le perçut comme entièrement neutre. Une jeune serveuse, plateau toujours à la main, resta figée, comme ensorcelée. Elle déglutit difficilement, ses yeux brillants pour des raisons qu'elle ne pouvait articuler. À côté d'elle, l'agent de sécurité qui avait instinctivement bloqué Marcus plus tôt laissa tomber ses coudes, sa posture se détendant. Il ne s'excusa pas, et n'en avait pas besoin. Le silence profond lui-même accomplissait cette tâche. Marcus joua alors un petit accord final, non pas pour prolonger la performance, mais plutôt pour ramener doucement la pièce à un état d'ancrage après le voyage émotionnel qu'elle venait d'entreprendre. Il leva ensuite ses mains des touches et abaissa le couvercle d'un cran, sans le fermer complètement. Il tourna légèrement la tête pour localiser David Chen. Ils n'échangèrent pas de mots. Un seul hochement de tête mutuel contenait toute la phrase tacite. « Je suis toujours là ». Tout rire restant, s'il existait encore, était maintenant relégué aux marges éloignées de la pièce.
Au cœur même de la pièce résidait un nouveau silence profond. Un silence qui avait été à la fois méticuleusement sculpté par la musique et laissé comme une terre fertile, prête pour la prochaine chose à pousser. Dans cet espace transformé, les blagues sur les touches blanches et noires n'avaient aucune pertinence, car les gens venaient de vivre quelque chose qui transcendait la simple couleur des touches. Marcus inspira profondément, puis expira lentement. Il ne se leva pas. Il laissa la pièce retrouver progressivement son rythme cardiaque collectif. Et au premier rang, Victoria, l'hôtesse qui avait si nonchalamment lancé un défi de mariage comme une pierre dans un étang tranquille, sentit maintenant chaque ondulation de cette action revenir sur le rivage même où elle se tenait. Elle comprit enfin. À partir de ce moment, chaque mot qu'elle prononcerait devrait invariablement passer par ce silence profond. La première pièce musicale s'était achevée. La pièce avait subi un changement fondamental dans son atmosphère, et le contrôle, que Victoria avait toujours cru être uniquement le sien, se déplaçait maintenant subtilement et tranquillement vers le piano. Le silence transformé ne s'était pas encore complètement dissipé lorsque Marcus inclina subtilement la tête, comme s'il écoutait attentivement la résonance persistante de la pièce une dernière fois. Il resta assis. Il roula simplement ses poignets, ajusta sa distance par rapport aux touches une fois de plus, puis changea son langage musical. Passant de la douce berceuse de l'été, il passa à l'architecture précise et épurée des classiques. Une sonate, incarnant le squelette même de la discipline, prit vie de manière vibrante. Le thème d'ouverture était vif, clair, interprété avec un tempo allegro motorio. La main gauche de Marcus construisait un formidable mur rythmique avec des accords régulièrement roulés, mécaniques dans leur précision, mais ne submergeant jamais la mélodie. Sa main droite esquissait gracieusement une ligne cantilena fine et lyrique, délicate dans son exécution mais puissamment nerveuse dans sa structure. Il utilisait la pédale avec parcimonie, la relâchant précisément au point de coupure désigné, de sorte que chaque mouvement musical révélait clairement sa structure inhérente au lieu d'être obscurci dans un brouillard brumeux d'émotions. Pendant la section de transition, il orchestra méticuleusement un dialogue complexe entre ses deux mains, un rythme croisé 3h2 qui s'imbriquait comme des engrenages parfaitement synchronisés. Chaque accent atterrissait avec juste assez d'emphase pour soutenir sans effort la phrase suivante, sans jamais forcer sa présence. La pièce, si habituée à n'être servie que par des expériences sensationnelles, se retrouva inconsciemment à compter avec lui. L'homme, qui tenait un cigare, l'abaissa lentement de ses lèvres, le plaçant soigneusement dans un cendrier, comme s'il craignait que même un filet de fumée ne tache les lignes musicales immaculées. Une femme âgée inclina la tête, plissant légèrement les yeux, un geste réflexe de quelqu'un qui avait autrefois étudié le piano, vérifiant méticuleusement le voicing des accords. Au dernier rang, un jeune homme abaissa lentement son téléphone, oubliant complètement le mode d'enregistrement vertical. Peut-être que le bref clip vidéo ne semblait plus suffisant. David Chen se rapprocha d'un demi-pied, se penchant pour capter davantage les riches fréquences moyennes. Il nota méticuleusement le rare degré de contrôle dont Marcus faisait preuve, des passages legato fluides exécutés avec ses 4e et 5e doigts, des tries exécutées proprement sans aucune note parasite, et le puissant crescendo du pianissimo au fortissimo réalisé sans le moindre signe d'un souffle contraint. Dans la section de développement, Marcus fragmenta habilement le thème, en rotant et en réassemblant ses composants. L'arc des dynamiques montait, guidé par l'intellect, non par l'adrénaline brute. David expira doucement, presque imperceptiblement, pour lui-même. Virtuose, pensa-t-il. Le mot descendit en 2 temps distincts, prudent, puis décisivement certain. Marcus n'essayait pas de captiver les cœurs avec une émotion brute. Il construisait méticuleusement un pont de logique musicale. Ceux qui étaient initialement venus pour un simple divertissement comprirent à mi-chemin de ce pont qu'il se tenait maintenant en présence d'un véritable art. Les légers bruits de chaises s'estompèrent progressivement. L'agent de sécurité, qui avait initialement avancé pour bloquer le chemin de Marcus, abaissa maintenant subtilement ses épaules. Pour la toute première fois de la soirée, ses yeux n'étaient pas vigilants ou attentifs, mais plutôt attentivement à suivre la musique. Victoria Whitmore était assise rigidement droite, le sourire sur son visage ressemblant à un masque vieillot et usé. À chaque phrase successive, elle sentait le tableau de bord invisible dans son esprit, ses KPI, ses gros titres et ses analyses de sentiments clignotaient de manière erratique pendant quelques secondes avant de se réaffirmer obstinément. Elle jeta un coup d'œil à son responsable des relations publiques. « C'est suffisant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Les yeux de l'autre personne vacillèrent. « Si nous interrompons à ce moment de pic, nous serons absolument crucifiés, » murmura le responsable des RP. Victoria s'irrita d'être dans une situation sur laquelle elle n'avait aucun contrôle. Elle voulait désespérément imposer un point final, ramener la soirée dans les limites du plan qu'elle avait méticuleusement élaboré.
Dans la coda, Marcus poussa un trémolo octave jusqu'au précipice même du fortissimo, puis, étonnamment, ne rompit pas. Il le maîtrisa, fit habilement un détour par un court glissando, ramenant la phrase au piano avec la grâce d'une commande d'arrêt parfaitement exécutée. La transition était si exquise que toute la salle eut l'impression d'avoir subtilement glissé d'un demi-pas dans une nouvelle réalité. Silence. Un temps, 2 temps, puis une explosion. Une ovation unanime et épaisse éclata. Le premier rang se leva, puis l'arrière. Les chaises s'entrechoquèrent bruyamment, les verres tintèrent, mais personne ne s'en soucia. Les téléphones se levèrent comme une forêt avide, ne cherchant plus un faux pas, mais s'accrochant désespérément à un moment profond. Au bord de la scène, David Chen applaudit un demi-temps plus lentement que les autres, comme pour mesurer sa précision exacte, puis parla juste assez fort pour être capturé par le microphone d'enregistrement de quelqu'un, à un très haut niveau professionnel. Marcus resta assis, ses mains lâches sur ses genoux. Il ne s'inclina pas encore. Il rendit la pièce à elle-même. L'agitation leur appartenait entièrement. Victoria prit le microphone. « Merci », commença-t-elle, mais les applaudissements ne cessèrent pas. Un groupe d'invités cria « Rappelez ». Un autre cria « Marcus ». Elle essaya à nouveau, sa voix douce et entraînée. Nous, cette fois, les applaudissements montèrent comme une vague déferlante. Ce n'était pas hostile, mais ce n'était définitivement pas à elle de commander à ce moment-là. Le responsable des relations publiques lui murmura à l'oreille « Ne coupez pas maintenant ». Son téléphone vibrait constamment, message interne, balise sur les réseaux sociaux, un email urgent du conseiller juridique indiquant « Évitez les déclarations contraignantes ». Le mariage est une affaire juridique personnelle. Du milieu du hall, une voix d'homme retentit clairement. « Vous avez dit que vous l'épouseriez s'il jouait mieux qu'un pro. » Une autre voix suivit. « Tenez parole. » Plusieurs caméras pivotèrent brusquement, se concentrant sur son visage. Les lumières vives de la scène éclairaient crûment le mouvement de ses clavicules à chaque respiration forcée. Elle se rappela distinctement la phrase exacte « Je tiendrai parole », que Marcus l'avait forcé à répéter plus tôt. Ces mots lui semblaient maintenant comme un verrou ferme, une étreinte se resserrant autour de son poignet. Non pas une entrave légale, mais une entrave morale inéluctable. Dans sa tête, 2 tableaux de bord concurrents s'entrechoquaient violemment. D'un côté, sa réputation, les actionnaires, les donateurs, les avocats et les clauses matrimoniales complexes. De l'autre, une salle remplie de témoins enthousiastes, la déclaration sans équivoque d'un critique respecté de niveau professionnel, et une vidéo déjà en passe de devenir virale. Elle savait, légalement, que la plaisanterie n'avait aucune valeur contraignante. Le mariage ne pouvait être contraint. Elle pouvait facilement rejeter sa déclaration comme une simple hyperbole. Cependant, devant l'impitoyable tribunal de l'éthique publique, elle était acculée, sans refuge. L'histoire devenait rapidement la leur, un récit de promesses faites puis potentiellement reniées, et elle se retrouva piégée dans une décision personnelle qui lui semblait à la fois irrationnelle et dangereuse. Marcus se leva juste au moment où les applaudissements faiblissaient légèrement. Il ne se dirigea pas vers le microphone. Il s'inclina subtilement, juste assez pour honorer la salle debout, puis regarda directement Victoria. Il n'y avait ni accusation, ni pression, juste un rappel clair dans son regard. Les mots sont de votre côté. David Chen s'avança d'un demi-pas de son rang, parlant à un volume parfaitement calibré pour les clips. D'un point de vue professionnel, déclara-t-il, il vient de jouer à un niveau que je serais ravi de signer dans la presse. Ni plus, ni moins. C'était précisément le genre d'approbation qui resserrait le verrou moral autour de Victoria. Quelques visages de donateurs se tournèrent les uns vers les autres, reconnaissant le poids significatif des mots de Chen. La responsable des relations publiques poussa le microphone vers Victoria. Nous pouvons parler de tenir parole et de soutenir le talent. Inverser le récit, la presse ATL. Le téléphone de Victoria s'éclaira à nouveau. Un investisseur envoya un message, demandant « Que se passe-t-il » Un journaliste demanda une déclaration. Le conseiller juridique de l'entreprise envoya un SMS. « Ne confirmez pas l'intention de vous marier. » Victoria se rappela son adolescence, la première fois qu'on lui avait dit « Ne laissez personne vous guider. Gardez les mains sur le volant. » Maintenant, la musique elle-même guidait. « Nous allons faire une pause ici, » tenta-t-elle de déclarer, mais un autre coin de la pièce rétorqua immédiatement. « Non, plus. » La foule n'était pas impolie, elle était unie. Et cette unité, exprimée par ses applaudissements soutenus et l'aval autorisé du critique, exigeait qu'elle confronte ses propres paroles. Marcus leva la main, signalant le calme pour un instant de plus. Puis il dit « Juste assez.
Je n'ai pas besoin d'un mariage. J'ai besoin que les gens tiennent parole. La déclaration recadra l'ensemble du débat, le déplaçant du droit matrimonial pour le ramener directement à l'éthique de la parole. C'était quelque chose que tout le monde pouvait facilement comprendre, et tout le monde se sentait habilité à juger. Une femme âgée, sa voix claire et empreinte d'autorité, s'écria « Vous pouvez remplir votre promesse d'une autre manière, mais vous devez absolument la tenir. » Plusieurs têtes acquiescèrent en signe d'accord. Une solution potentielle, une issue, venait de se présenter. Pas de mariage forcé, mais pas de promesse rompue non plus. Victoria déglutit difficilement, la gorge serrée. Elle n'était pas intrinsèquement cruelle. Elle avait été rigoureusement entraînée à gagner. Et gagner, dans son lexique établi, signifiait invariablement ne jamais abandonner le contrôle. À ce moment précis, elle fut contrainte d'apprendre une nouvelle définition du « bien », non pas simplement la bonne décision stratégique, mais ce qu'il était moralement juste de faire. Une deuxième ovation spontanée monta. Celle-ci était spécifiquement pour la profonde redéfinition de la nuit. Même l'agent de sécurité applaudit, un peu décalé, mais ses applaudissements étaient indéniablement sincères. Gloria essuya discrètement le coin de son œil avec le bord d'une serviette. David Chen mit son téléphone dans sa poche, comme s'il soumettait formellement son témoignage. Au bord même du hall, une dame âgée plissa les yeux, puis murmura « Je le connais ». Son voisin se pencha. Je crois qu'il était au conservatoire. Marcus Reed. Le nom, libéré des étiquettes dédaigneuses de « mon pote » ou « vous », tomba dans la pièce comme un loquet se refermant définitivement. Quelques personnes le prononcèrent silencieusement à elles-mêmes, savourant le goût d'une identité retrouvée. Il a joué au City Theatre quand il avait 22 ans, déclara fermement la femme âgée. Cette rappel, je m'en souviens parfaitement. Un homme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée acquiesça en signe de confirmation. Oui. La presse musicale le salua avec enthousiasme comme un nouveau talent. Un invité plus jeune sortit rapidement son téléphone et tapa rapidement. L'écran s'illumina avec une vieille photographie. Un jeune homme en costume noir s'inclinant gracieusement devant un piano. David Chen plissa les yeux, fouillant diligemment dans sa vaste mémoire professionnelle. J'ai lu cette critique, songea-t-il. Et je me souviens d'une masterclass. Mon professeur a mentionné votre nom. Il se tourna vers Marcus, hochant légèrement la tête, comme pour affirmer un fil qui, en fait, n'avait jamais vraiment été rompu. Le souffle de Victoria Whitmore s'interrompit un instant. Elle regarda son responsable des relations publiques pour obtenir des informations. Le responsable des RP vérifia son téléphone, murmurant « De vieilles photos refont surface ». Le ## Marcus Reed vient d'exploser. Le propre téléphone de Victoria vibra avec insistance. Un email du conseiller juridique, pas de déclaration publique concernant le mariage. Un SMS d'un investisseur, que se passe-t-il? Mais la seule ligne qu'elle ne pouvait absolument pas contourner était le nom Marcus Reed. Il tournait constamment dans son esprit, repoussant avec force les termes abstraits comme KPI, sentiment et roi. L'espace autour de Marcus s'élargit visiblement. Il se tint droit, inclinant légèrement la tête, comme s'il s'excusait subtilement d'être reconnu. Gloria Johnson fit un demi-pas de côté, sa main serrant le coin d'une serviette. Elle hésita brièvement. Ce n'était pas quelque chose à exhiber devant une foule, mais elle venait de le voir réduit à une plaisanterie. Elle éleva la voix assez pour qu'elle porte dans le hall. Si nous parlons de Marcus, permettez-moi de raconter le reste de son histoire, déclara-t-elle. La pièce se tut instinctivement, s'inclinant devant une voix qui portait le poids des années. La mère de Marcus a été gravement malade pendant très longtemps, déclara Gloria simplement, sans la moindre trace de larmes. Il vivait de 2 quarts de travail, le sien et le sien. Lorsque son état s'aggrava tragiquement, les factures médicales écrasantes s'abattirent sur eux comme une tempête soudaine et implacable. Son tout premier piano, celui qu'il avait économisé laborieusement grâce à une combinaison de bourses et de divers petits boulots, fut vendu pour couvrir les coûts hospitaliers exorbitants. Une femme porta sa main à sa bouche dans un geste de choc. Un homme posa lentement, délibérément son verre sur la table. Gloria regarda Marcus, comme si elle cherchait silencieusement sa permission de continuer. Il hocha la tête presque imperceptiblement, ses yeux se fermant un bref instant. Elle continua. Il s'est retiré du conservatoire et a pris des emplois de nettoyage de nuit pour couvrir le loyer, rembourser leurs dettes croissantes et simplement survivre. Et la musique, Gloria chercha les mots précis. La musique est devenue inextricablement liée à l'odeur de l'antiseptique, au drap blanc immaculé d'un lit d'hôpital, au son monotone des moniteurs médicaux.
Il l'avait enfermé au plus profond de lui-même. David Chen ajouta un autre élément au récit. Professionnel, mais chaleureux. Le talent ne disparaît pas simplement. Il s'enfuit quand il est privé de nourriture. Il parcourut la salle du regard, plaçant soigneusement la phrase afin que les non-musiciens puissent en saisir aisément le sens profond. Gloria baissa le regard, puis le releva, son visage se raffermissant de résolution. Et ce n'est pas seulement un récit de pauvreté, déclara-t-elle, coupant ses mots avec une intensité tranquille. Quelqu'un lui a dit un jour, après une audition, « Nous avons besoin d'un individu qui corresponde à la salle. Vos cheveux devraient être plus soignés. Ne jouez pas avec autant de couleurs. Votre comportement doit être plus professionnel. » Elle n'exagérait pas, ses mots étaient polis, mais dangereusement insidieux précisément pour cette raison. Une autre fois, un agent de sécurité l'a injustement bloqué à une porte de scène, le forçant à utiliser les escaliers de service, même s'il avait une invitation valide en main. Un petit soupir réprimé s'échappa du troisième rang, puis s'estompa rapidement. Certains invités échangèrent des regards mal à l'aise. Leurs propres paroles prononcées nonchalamment à leurs employés se matérialisèrent soudainement devant eux, éplées avec une clarté crue et inconfortable. La barrière présente ici n'était pas construite en briques. C'était une étiquette profondément ancrée, subtilement câblée dans le tissu même de l'esprit. Marcus entendit son nom répété dans toute la salle. Marcus, pas « mon pote ». Chaque répétition ressemblait à un petit marteau frappant doucement une vieille peinture durcie. Il inspira profondément, retint son souffle, puis expira lentement. Il ne voulait pas que ce soir se transforme en sa tragédie privée, publiquement exposée. Mais Gloria ne racontait pas seulement une triste histoire. Elle nommait explicitement le problème systémique, le système méticuleusement poli qui l'avait systématiquement poussé vers les marges. L'esprit de Victoria se rappela la liste de contrôles internes qu'elle avait diffusée. Le personnel, restez en dehors du cadre. Utilisez l'ascenseur de service. Ne restez pas dans le hall pendant l'enregistrement des invités. Elle voulait désespérément se défendre. C'est la procédure standard, pensa-t-elle, pas de la discrimination. Mais derrière cette pensée, une autre, plus discrète, arriva. Qui écrit réellement ces procédures? Elle regarda Marcus, et sans y être invitée, perçut comment la profonde simplicité de sa posture contrastait fortement avec la complexité complexe de l'enveloppe de verre métaphorique qui entourait sa propre vie. David Chen fit un petit signe de tête à Gloria, une reconnaissance silencieuse et des remerciements pour avoir articulé la vérité si clairement. Il ajouta ensuite le titre professionnel de Marcus. Au conservatoire, il a constamment été le premier de sa classe de piano pendant 2 semestres consécutifs, déclara Chen. Je possède une vieille note d'un professeur mentionnant son toucher profond, son oreille large et son contrôle de la pédale, qui était exceptionnellement rare pour son âge. Chen ne mentionna délibérément pas les fois où Marcus avait perdu des fonds parce qu'il ne se conformait pas au visage du programme. La phrase était trop tranchante et critique pour être introduite à ce moment-là, mais les invités attentifs avaient déjà fait le lien lorsque Gloria avait déclaré « correspondre à la salle ». Un homme d'âge moyen fronça les sourcils. « Cela arrive encore aujourd'hui », se demanda-t-il à voix haute. Une autre personne à côté de lui intervint. « Cela n'a jamais cessé, cela a simplement adopté un langage différent. » Un sentiment palpable de honte, une émotion rare lors d'un gala aussi somptueux, était désormais indéniablement présent. Ce n'était pas bruyant ou ostentatoire, mais c'était lourd et omniprésent. Victoria leva le microphone, puis le reposa lentement. Elle savait instinctivement que tout ce qu'elle dirait maintenant serait méticuleusement filtré à travers la lentille morale exacerbée qui venait d'être soulevée. Elle jeta un coup d'œil à son responsable des relations publiques. Le responsable des RP secoua subtilement la tête. « Ne défends pas », murmura-t-il. « Écoute. » C'était un conseil totalement inconnu pour quelqu'un dont toute l'existence tournait autour de la direction et du contrôle des récits. Mais ce soir, le silence, une fois de plus, occupa précisément la bonne place. Gloria conclut sa déclaration, sa voix inébranlable et stable. « Il n'a besoin de la pitié de personne », affirma-t-elle. « Il a simplement besoin d'être appelé par son prénom et de ne pas être exclu de portes qui devraient intrinsèquement déjà lui être ouvertes. » Elle se tourna directement vers Marcus, offrant un sourire chaleureux. « Ce soir, Marcus, tu as ouvert une telle porte toi-même, par la seule puissance de ta musique. » Marcus hocha la tête, ses yeux visiblement humides d'émotion, mais inébranlables dans leur détermination. Il balaya la pièce du regard, observant les personnes qui s'étaient moquées de lui plus tôt, maintenant assises rigidement droites. L'agent de sécurité qui avait autrefois bloqué son chemin, maintenant baissant subtilement la tête, et Victoria,
son visage momentanément vide, dans une rare seconde où elle voyait son vrai reflet. « Je n'ai pas abandonné la musique parce que j'ai cessé de l'aimer », déclara Marcus, parlant de lui-même pour la toute première fois ce soir. Sa voix était basse, mais remarquablement claire. « Je suis parti parce que chaque note que je jouais me ramenait à la dure réalité de la chambre d'hôpital. J'avais simplement besoin de faire quelque chose de simple. Payer le loyer, régler les dettes, survivre. » Il fit une brève pause. « Ce soir, continua-t-il, je me suis souvenu précisément pourquoi j'ai appris à jouer. Non pas pour récolter des applaudissements, mais simplement pour exister en tant que personne. » Cette déclaration activa un second verrou crucial dans la pièce. La reconnaissance ne concernait plus seulement son talent extraordinaire. Elle transcendait en un accord collectif que devant eux se tenait un être humain complet et entier. Au bord du hall, la femme qu'il avait initialement reconnue remarqua doucement. « Nous t'avons perdu pendant bien trop longtemps. » David Chen répondit, comme s'il l'inscrivait formellement dans un registre officiel. « À partir de maintenant, écrivez-le correctement, Marcus Reed. » Marcus hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Victoria Whitmore se tenait au milieu de puissantes vagues d'émotions qui s'opposaient distinctement à elle. Elle savait implicitement que le jeu avait fondamentalement changé. Il n'y aurait plus de coupure abrupte à la demande de son équipe de relations publiques. Plus de réécriture du récit avec quelques lignes nettes et manipulatrices. Devant elle se tenait un homme qui avait profondément redéfini la mesure même de la dignité, et derrière elle, dans le téléphone qui bourdonnait sans cesse, se trouvait un monde qui exigeait qu'elle tienne parole dans son sens le plus vrai et le plus authentique. La nuit, à partir de ce moment, ne reviendrait pas à sa structure précédente, et l'acte suivant une tempête médiatique. Une intense pression publique et des conversations à huis clos étaient déjà prêts, attendant juste derrière la porte qui avait été ouverte. Le silence profond, provoqué par l'insistance de « dire son nom », s'était à peine dissipé que tout le hall éclata dans une tempête d'alertes téléphoniques simultanées. Les écrans s'illuminèrent de points bleus éparpillés, et les notifications push sonnèrent sans cesse et sans pause. Un jeune homme cria avec enthousiasme « C'est viral sur TikTok ». Un autre ajouta rapidement « X est inondé de clips ». Sur plusieurs téléphones, le même gros titre choquant s'affichait à plusieurs reprises. Aéris se moque d'un concierge noir. Puis il joue comme un génie. En dessous, les hashtags augmentaient exponentiellement à la seconde. Hashtag Marcus Reed, hashtag KeepYourWord, hashtag Whitmore Grand. Un montage viral à diffusion rapide juxtaposait le défi de mariage audacieux de Victoria directement contre les sublimes performances de Marcus de Summertime et de la Sonate. Un compte d'actualité rapide afficha un petit bandeau en bas de son écran. Mariage publiquement promis. À l'entrée de l'hôtel, le personnel de sécurité signala la présence de nombreux camions de presse à l'extérieur, avec des journalistes qui réclamaient l'entrée. Le service des relations publiques de l'hôtel recevait des appels empilés à l'infini les uns sur les autres. Le conseiller juridique envoya un message urgent. Absolument aucune confirmation de mariage. Toutes les déclarations doivent rester strictement neutres. Deux lames tranchantes des médias sociaux apparurent instantanément. D'un côté, les commentaires exigeant justice s'accumulaient. Respectez la dignité. Tenez parole. Incroyable Marcus. De l'autre, un côté plus sombre gonflait de moqueries cruelles, plongeant dans sa vie personnelle. Des images truquées transformèrent effrontément sa tragédie en un cirque public. Même les applaudissements retentissants furent coupés et réutilisés au format d'eux-mêmes. Victoria sentit son contrôle lui échapper comme des boutons de manteau qui sautent un par un. Le tableau de bord de métrique dans sa tête, sentiments, portée, risque clignotait chaotiquement en rouge et vert, rappelant un parquet boursier frénétique. Un investisseur envoya un SMS direct. Ne laissez pas les affaires privées dégénérer en engagement d'entreprise. Le conseiller juridique écrivit sans équivoque. Le mariage est une affaire personnelle. Il ne peut être publiquement contraignant. La responsable des relations publiques se pencha pour murmurer. Un seul faux mot, et nous passerons une semaine entière à faire de la gestion de crise. Devant le piano, Marcus resta parfaitement immobile. Il observa la foule s'enfoncer dans un vortex chaotique de clips et d'attention fragmentée. Ce n'était pas ce qu'il avait cherché à accomplir ce soir, pensa-t-il. Il leva les yeux, sa voix calme, mais assez claire pour porter au-dessus du brouhaha. Nous transformons ce soir en un cirque, déclara-t-il. Quelques têtes se redressèrent brusquement. Il se tourna alors vers Victoria. Je suggère que nous parlions en privé, proposa-t-il. Non pas pour cacher quoi que ce soit, mais pour passer de cette moquerie à la véritable correction des choses. Une vague de dissidence se répandit dans la foule. Non, dites-le ici, cria quelqu'un. Tenez parole devant tout le monde.
David Chen leva la main pour demander le silence. Si vous désirez vraiment la bonne réponse, intervint-il, les deux parties doivent s'engager dans une conversation l'une avec l'autre, comme des adultes. Il ne protégeait personne. Il protégeait, en essence, la qualité fondamentale de la décision finale. Gloria Johnson ajouta une demi-phrase, se penchant subtilement pour faire appel à leur conscience collective. Laissez-les communiquer. Victoria rencontra le regard stable de Marcus. Il n'y avait ni supplication dans ses yeux, ni menace ouverte, simplement une invitation sincère. Une corde tendue au plus profond d'elle sembla se détendre. Elle fit le plus petit des hochements de tête, presque imperceptible. Son équipe de relations publiques traça immédiatement les détails logistiques. Bureau du manager, 2e étage. Le personnel de sécurité forma rapidement un chemin à travers la dense foule de personnes et de caméras, créant un couloir clair fait de coudes poliment positionnés et de murmures discrets. Quelques cris de protestation les suivirent, mais David Chen intervint en douceur avec un blocage doux mais ferme. « Vous recevrez votre réponse », assura-t-il à la foule. « Accordez-leur 5 minutes. » Le premier rang, sentant le changement, se calma et recula d'un demi-pas. Le cyclone tourbillonnant de l'attention publique se déplaça alors des talons de Marcus pour se fixer fermement sur le dos de Victoria qui se retirait. La porte du bureau se referma avec un bruit sec et décisif, le bruit omniprésent à l'extérieur diminuant perceptiblement, comme si un bouton de volume avait été lentement baissé. Victoria s'appuya contre la table, son pouce frottant compulsivement la tache de champagne délavée sur sa robe, une habitude à laquelle elle avait recours lorsqu'elle était tendue. Son téléphone brillait sans relâche d'un barrage d'appels et de SMS entrants. Son équipe juridique, son groupe de relations publiques, 2 actionnaires majeurs et un journaliste persistant. Marcus ne s'assit pas. Il se tint à une distance mesurée du bureau, ses mains lâchement jointes devant lui. « Je ne suis pas ici pour vous obliger à un mariage », commença Marcus simplement. « Je veux que vous honoriez votre parole de la bonne manière à moi en tant qu'individu, et à la culture inhérente de cet endroit. » Victoria leva les yeux vers lui. « Tenez parole, répéta-t-elle, son ton doux mais visiblement sec. Des années d'expérience lui avaient inculqué la conviction que tout devait être converti en unité quantifiable avant de pouvoir être géré efficacement. Marcus hocha la tête. « Cela peut être quantifié, affirma-t-il. 1. Une excuse publique. Utilisez mon nom. Reconnaissez l'acte spécifique et son impact. Pas de ce langage défensif si quelqu'un a été offensé. » Il continua, énumérant ses demandes sur ses doigts. 2. Des engagements concrets. Il les énuméra. Le fonds de bourse d'études de la famille Reed pour les étudiants en musique défavorisée, des concerts communautaires gratuits trimestriels, et une formation de sensibilisation aux préjugés pour la direction, à commencer par vous-même. Il fit une pause, ses yeux inébranlables. 3. Changement de procédure. Éliminer la règle, garder le personnel hors cadre. Appeler les employés par leur nom. Arrêtez de bloquer les ascenseurs de service sans raison légitime. Établissez des sessions d'écoute avec le personnel de première ligne et un canal de commentaires anonymes. Victoria entendit les termes « formation »,« écoute » et « abandon des procédures » et sentit un éclair d'irritation. Pour elle, c'étaient simplement des synonymes de perte de contrôle. Elle supprima consciemment ce réflexe et demanda « Et quel est votre rôle là-dedans » Marcus répondit « Je n'accepterai pas d'argent. Je saisirai cette opportunité pour revenir à la musique, pour jouer pour le public, en particulier dans les zones où la musique live est rare. Je vous conseillerai également sur la manière de cultiver une culture de respect. Non seulement sur scène, mais dans les couloirs, dans les emails et dans les ordres du jour des réunions. » Dans l'esprit de Victoria, 2 voix conflictuelles se livraient une lutte acharnée. L'ancienne voix, familière, pressait « C'est une crise. Arrêtez tout. Oubliez tout cela. » La nouvelle voix, plus calme mais indéniablement juste, rétorquait « C'est votre seule opportunité d'accomplir quelque chose de vraiment significatif. » Elle regarda directement Marcus, réalisant soudain que ce qui la dérangeait le plus n'était pas ses exigences spécifiques, mais plutôt son calme précis et inébranlable. Il n'y avait ni mendicité ni marchandage dans son comportement. Il établissait simplement la norme. Son téléphone vibra à nouveau. Le message du conseiller juridique indiquait « Exprimez uniquement le respect pour le talent, l'engagement envers l'inclusion. Évitez tenez parole, trop risqué. » L'équipe des relations publiques conseilla « Si nous nous tournons vers les bourses et les programmes, un virage positif est possible. » Un message d'un investisseur indiquait « Évitez de créer un précédent. » Ces messages, comme des flèches, pointaient tous vers un chemin apparemment sûr.
parler en douceur, accomplir peu. Mais ce chemin perçu comme « sûr » était désormais dangereusement intenable. La foule l'avait déjà clairement entendu dire « tenez parole ». Éviter cet engagement maintenant ne ferait qu'enflammer davantage la situation. Si je procède ainsi, demanda lentement Victoria, sera-ce perçu comme un aveu d'une faute systémique? Marcus répondit, Victoria, si le système présente effectivement une faute, la reconnaître est le seul point de départ pour sa rectification. Elle hésita un bref instant devant la profonde simplicité de sa déclaration. On lui avait rigoureusement appris dès l'enfance à toujours gagner, à ne jamais admettre ses torts. Mais ce soir, gagner signifiait faire ce qui était moralement juste. Concernant cette phrase, continua Marcus, où j'ai dit « Je vous épouserai, Victoria », personne n'a le droit de contraindre au mariage. Vous pouvez tenir parole dans son sens humain. Utilisez votre pouvoir pour élever, non pour supprimer. Ces mots s'installèrent dans la pièce avec un poids approprié, non orné, mais clair et précis. Ils firent une pause. Le bruit lointain de l'extérieur du hall ressemblait au doux bruit du ressac entendu à travers une vitre. Victoria, pour la toute première fois, relâcha consciemment la tache de champagne qu'elle frottait inconsciemment sous son pouce. « Je demande une chose, » déclara-t-elle. « Je ne souhaite pas devenir un simple personnage dans le clip viral de quelqu'un d'autre. Si j'accepte cela, je le dirai avec mes propres mots. » Marcus répondit, « Tout ce que je demande, c'est que ce soit fait. Les mots sont les vôtres. Le travail, cependant, est le nôtre. » La porte du bureau s'entr'ouvrit subtilement. La responsable des relations publiques passa la tête. « Ils attendent », annonça-t-elle. « Les équipes de télévision sont déjà à l'intérieur. » David Chen se tenait juste devant le seuil, sans le franchir, demandant seulement « Vous allez bien tous les deux ?» Marcus regarda Victoria. Elle prit une longue inspiration délibérée, non pas pour l'apparence extérieure, mais pour faire un choix profond. « Je présenterai des excuses, annoncerai officiellement la création du fonds de bourse, du programme de concert communautaire, d'une formation complète en gestion et la mise en œuvre de changements de procédure, déclara-t-elle d'une voix nette, comme si elle énumérait méticuleusement un portefeuille d'investissement. Seulement cette fois, l'investissement était dans des personnes. Elle leva les yeux vers Marcus. « Vous m'accompagnerez, lui intima-t-elle, mais quand je parlerai uniquement en mon nom propre. » Marcus affirma, « Je me tiendrai là pour confirmer ce qui est dit, avec mon nom, chaque fois que cela sera nécessaire. » Victoria tapa rapidement un message sur son téléphone. Préparer déclaration, pas de mention de mariage. Souligner la tenue de parole par l'action. Le conseiller juridique envoya immédiatement une réponse. Aborder des excuses inconditionnelles et des engagements spécifiques. Elle lut le message, puis supprima délibérément la phrase d'hésitation. Si quelqu'un a été offensé, la remplaçant par le direct et sans équivoque, j'ai eu tort. C'était une petite modification, mais personnellement douloureuse. Avant d'ouvrir la porte, Victoria s'arrêta, posant une question qui relevait à la fois de la stratégie commerciale et d'une recherche de vérité. « Si je fais une erreur, que ferez-vous » demanda-t-elle. Marcus répondit, « Je vous rappellerai votre parole devant tout le monde. » Elle acquiesça, une reconnaissance silencieuse d'accepter une obligation contraignante qu'elle avait diligemment évitée tout au long de sa carrière. La porte s'ouvrit en grand. Bruit, caméras clignotantes et lumière vive inondèrent la pièce comme une marée soudaine. La tempête des médias sociaux faisait toujours rage dehors, tranchante et froide. Mais en son centre même, il y avait un petit espace nouvellement défini, un passage de la moquerie à la rectification véritable. Et ce changement profond serait la mesure ultime de ce qui allait suivre, si elle tiendrait vraiment parole par l'action devant une ville qui la regardait maintenant attentivement. Les portes s'ouvrirent en grand, et les lumières et les caméras se précipitèrent comme une marée irrésistible. Mais au lieu de reculer, Victoria s'arrêta carrément devant le microphone. Marcus se positionna juste à sa droite, assez près pour partager l'intensité du moment, mais assez loin pour ne pas l'éclipser. David Chen se tenait au premier rang, comme un sceau officiel d'authenticité, et Gloria Johnson resta au bord du hall, serrant toujours le coin de sa serviette. Victoria balaya la pièce du regard, prit une profonde inspiration, et cette fois, elle ne lut pas le brouillon méticuleusement préparé et sûr. « Ce soir, j'ai eu tort », commença-t-elle. J'ai manqué de respect à Marcus Reed, j'ai omis de l'appeler par son nom, et j'ai effectivement transformé mon propre employé en une ombre invisible. Je lui présente mes excuses les plus sincères, et à tous ceux que nous avons jamais traités comme invisibles. La simple déclaration « j'ai eu tort » atterrit proprement dans la pièce, dénuée de toute phrase d'amortissement comme « si quelqu'un a été offensé ».
Son équipe des relations publiques retint son souffle collectif. Le conseiller juridique envoya frénétiquement des messages, mais il était déjà trop tard d'une manière profondément positive. Elle continua, sa voix ferme et résolue. Concernant la déclaration, je vous épouserai, le mariage n'est pas quelque chose à parier. Je tiendrai parole de la bonne manière, par une action concrète. Dès ce soir, annonça Victoria, je lance officiellement un programme complet de reconstruction et de réforme. La foule se pencha en avant avec attente vers le microphone. Certaines caméras pivotèrent pour capter la réaction de Marcus. Il ne hocha ni ne secoua la tête, il laissa ses paroles suivre leur cours. Premièrement, déclara Victoria, nous établissons la bourse d'études de la famille Reed pour les étudiants en musique talentueux qui manquent de ressources financières, avec une priorité accordée aux communautés sous-représentées. Le fonds sera supervisé par un conseil indépendant. Le groupe Whitmore servira uniquement de sponsor. Elle marqua une brève pause. J'aspire à ce que ce nom perdure bien après cette soirée, ajouta-t-elle. Un seul et distinct applaudissement éclata dans le public. Ce n'était pas un applaudissement poli et routinier, mais plutôt le réflexe viscéral de voir une nouvelle porte significative être construite. Deuxièmement, continua-t-elle, relevant la tête, nous lancerons la série de concerts communautaires Kiss for Dignity à Harlem et Brooklyn. L'entrée sera gratuite, et les musiciens et le personnel recevront des salaires syndicaux complets. Marcus Reed ouvrira le spectacle inaugural, et nous nous engageons à apporter la musique dans des endroits qui ont rarement l'occasion de l'expérimenter. Marcus se tourna vers elle et déclara calmement, « C'est la partie que j'accepte. » Les caméras captèrent subtilement son affirmation tranquille, l'ancrant dans le registre officiel. Troisièmement, continua Victoria, une formation obligatoire sur les préjugés et la DI, diversité, équité et inclusion, sera mise en œuvre pour tout le personnel de direction, à commencer par moi-même. Nous engagerons une entreprise indépendante, mènerons des sondages pré- et post-formation anonymes et rendrons publics les résultats. Un sceptique retentit quelque part dans la foule, suggérant une opération de relations publiques, mais David Chen inclina subtilement la tête, comme s'il le marquait mentalement, mesurable signifie responsable. Quatrièmement, son ton se durcit visiblement. Je supprime la règle, le personnel ne doit pas apparaître sur le cadre là où ce n'est pas nécessaire, et je supprime les blocages des ascenseurs de service dans les zones non sécurisées. À partir de demain, tous les managers s'adresseront au personnel par leur nom propre. Elle balaya la pièce du regard avec intensité. Quiconque ne se conforme pas à cela ne restera pas employé ici. Une vague de murmures parcourut le personnel positionné aux abords du hall. Quelques-uns ajustèrent instinctivement leurs badges, comme pour les rendre plus visibles. Cinquièmement, Victoria marqua une pause, puis déclara simplement « Nous augmentons notre salaire minimum à un véritable salaire décent, conformément aux normes de la ville, et ajoutons des indemnités de santé pour les équipes de nuit. La date limite de mise en œuvre est le prochain trimestre. » Un halètement involontaire échappa à la foule. Il ne s'agissait plus seulement d'un exercice de relations publiques. Il s'agissait d'un engagement budgétaire tangible. Sixièmement, elle ralentit son rythme. Chaque mois, j'organiserai personnellement une séance d'écoute avec le personnel de première ligne, complétée par un canal de commentaires anonymes directement adressé au conseil d'administration. Il n'y aura pas de rapport poli, seulement la vérité sans phare. Victoria abaissa légèrement le microphone, puis le releva. Et enfin, conclut-elle, j'invite Marcus Reed à servir de conseiller indépendant en valeurs humaines pendant 1 an. Considérez cela comme un entraînement à l'humilité. Il aura le droit inhérent d'exprimer ce que je ne souhaite peut-être pas entendre, et j'aurai la responsabilité d'écouter vraiment. Un léger sourire passa sur le visage de Marcus, non pas de triomphe, mais parce que la « bonne chose » avait finalement été explicitement nommée. Les appareils photos déclenchèrent frénétiquement. Un journaliste s'écria « Admettez-vous avoir fait de la discrimination ?» Victoria inspira profondément. « J'admets que le préjugé existe au sein de mon organisation. Et en effet, en moi-même, répondit-elle. J'assume l'entière responsabilité de le rectifier. » Cette déclaration n'était pas juridiquement parfaite, mais elle était éthiquement solide. Les visages qui avaient souri en coin plus tôt restèrent silencieux. Marcus demanda le microphone pour seulement quelques secondes. « Merci, dit-il. Je n'ai pas besoin d'un mariage. J'ai besoin que ce qui a été promis soit réellement tenu. J'accepte le rôle de conseiller, non pour donner des notes, mais pour demander « Comment traitons-nous réellement les gens lorsque les caméras ne sont plus présentes ?» Il rendit le microphone, son geste net et résolu. Gloria pencha la tête, les yeux brillants de larmes non versées, mais ses joues restèrent sèches.
Elle se pencha vers Victoria alors que celle-ci descendait de l'estrade. « Merci d'avoir reconnu que vous aviez tort, » dit Gloria. « À partir de demain, veuillez m'appeler Gloria. » Victoria hésita un instant, puis acquiesça. « Oui, mademoiselle Gloria, » répondit-elle. La hiérarchie avait apparemment basculé, mais elle s'était, en fait, installée à sa place correcte et légitime. Au premier rang, David Chen parla juste assez fort pour que les microphones captent ses paroles, destinées à l'arrière-plan des clips en circulation. « Ce n'est pas un simple conte de fées, » déclara-t-il. « C'est de la gouvernance. Et une vraie gouvernance signifie mesurer les promesses par des actions concrètes. » Sa définition était fermement ancrée au milieu de la forêt de hashtags en pleine croissance. Pourtant, l'autre côté des médias sociaux continua de proliférer. Le hashtag #PRStunt monta aux côtés de #KeepYourWord. Un compte ricanait, quelques concerts et c'est fini. Un autre répondait, le salaire décent est réel. Les deux bords divergents d'Internet continuaient de fonctionner en parallèle. Mais maintenant, des points de contrôle clairs avaient été établis, des échéanciers, des programmes spécifiques, des noms de bourses, des calendriers de sessions d'écoute. La vérité avait un endroit désigné où atterrir. L'équipe des relations publiques remit à Victoria un calendrier imprimé à la hâte. Premier trimestre, ouverture des candidatures pour les bourses. Le mois prochain, 2 concerts Harlem-Brooklyn. 8 semaines, première formation DI. La semaine prochaine, suppression des panneaux pas de personnel sur la photo. Le prochain trimestre, mise en œuvre de la nouvelle grille salariale. Victoria parapha le coin. Ce n'était pas juridiquement contraignant pour le public, mais cela servait de puissant contrat auto-imposé. Un actionnaire lui envoya un SMS. Perte à court terme. Victoria répondit promptement. Réduction des risques à long terme. Elle savait qu'elle serait contrainte de prouver cette affirmation dans le prochain rapport trimestriel. Mais pour la toute première fois, elle sentit un souffle libérateur d'espace sous la pression écrasante. Marcus se tourna, tendant la main. Victoria la serra fermement. Il n'y eut pas de prétexte de séance photo, pas d'acte performatif. Les caméras pressaient toujours de près, mais dans cette poignée de mains partagées, elles divisèrent symboliquement le poids immense entre elles. « Demain, je vous enverrai le calendrier de la première session, » déclara Marcus. « J'inviterai les équipes de nettoyage, le personnel de sécurité, le personnel de cuisine, les individus même qui utilisent régulièrement l'ascenseur de service. » Victoria acquiesça. « Et je prendrai personnellement cet ascenseur avec eux, » déclara-t-elle. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, mais ils résonnèrent avec une justesse indéniable. Un journaliste lança une dernière question. « Considérez-vous cela comme tenir parole ?» Victoria regarda directement l'objectif de la caméra. « Je considère cela comme tenir parole par une réforme fondamentale, » répondit-elle. « Nous nous verrons lorsque nous rendrons compte des progrès. » Elle posa le microphone. Pas de révérence. Agir d'abord, s'incliner ensuite, tel était le sentiment tacite. La pièce se détendit visiblement légèrement, comme si elle avait collectivement expiré. La tempête des médias sociaux hurlait toujours férocement à l'extérieur, mais à son œil même, un nouveau cadre avait été établi. Des bourses, des concerts, des initiatives DI, des salaires et avantages sociaux améliorés, de nouvelles politiques, des sessions d'écoute et un conseiller en valeurs humaines. Ce sont des engagements tangibles qui prendraient racine et s'épanouiraient ou exposeraient sans équivoque qui, en fin de compte, a rompu sa parole. Marcus regarda le piano une dernière fois. Il ne jouerait plus cette nuit-là. La musique avait accompli son profond travail, remodelant la pièce afin que des mots significatifs puissent enfin y entrer. Le reste de la tâche impliquerait le respect des échéanciers et un travail dévoué. Et tandis que les lumières des caméras s'éteignaient progressivement, il observa Victoria marcher d'abord vers Gloria. Elle parla doucement, clairement. « Mademoiselle Gloria, » dit Victoria. « Merci de me l'avoir rappelé avec la vérité. » Pour la toute première fois, elle s'adressa à un membre du personnel par son nom devant tout le hall, non pas pour être enregistrée, mais parce que c'était simplement la bonne chose à faire. La nuit n'était pas entièrement terminée, mais un nouvel accord avait été forgé entre les domaines de la loi et de la vie. Le reste était simple, tenir parole. Ils sortirent de la salle de réunion juste au moment où le bruit dans le hall atteignait son paroxysme. Victoria marcha un demi-pas devant, mais en atteignant le bord du tapis, elle ralentit son rythme pour permettre à Marcus de se mettre à son niveau. La responsable des relations publiques lui tendit le microphone. Elle ne regarda pas le prompteur. « Je suis Victoria Whitmore », commença-t-elle. « Ce soir, j'ai eu tort avec Marcus Reed et avec Gloria Johnson,
avec la manière dont je me suis adressé à vous, mon attitude et le tort que j'ai involontairement causé à des personnes qui auraient dû être traitées avec respect. Elle marqua une pause. Je m'excuse inconditionnellement. Le cliquetis distinct des obturateurs de caméra s'intensifia à mesure qu'ils se rapprochaient. Elle continua, passant sans transition de ses excuses verbales à un plan concret et réalisable. Plus précisément, un calendrier. Les candidatures pour la bourse familiale Reed ouvriront le 15 du mois prochain. La liste des membres du conseil d'administration gérée de manière indépendante sera annoncée ce week-end. Elle poursuivit. Concert Kiss for Dignity. Harlem accueillera 2 samedis soirs la semaine prochaine à 18h30, et Brooklyn en accueillera un dimanche la semaine prochaine à 17h. L'entrée sera gratuite, et tous les musiciens et l'équipe recevront la pleine rémunération syndicale. Victoria détailla ensuite. Une formation obligatoire sur la DI, diversité, équité et inclusion, pour toute la direction commencera, d'une durée de 8 semaines, avec des enquêtes pré- et post-formation anonymes menées et un rapport public publié le trimestre prochain. La politique pas de personnel sur la photo prendra officiellement fin demain matin. Les ascenseurs de service seront ouverts dans les zones non sécurisées. Tout le personnel sera appelé par son nom propre. Concernant la rémunération, elle déclara « Salaire et avantages. Nous mettrons en œuvre le salaire vital de la ville et ajouterons des indemnités de santé pour les quarts de nuit d'ici le prochain trimestre. » Elle décrivit ensuite son engagement personnel. Séance d'écoute. Je les animerai personnellement tous les lundis à 9h dans la salle de pause B1. Un canal de commentaires anonymes sera mis en ligne ce soir. Elle ferma son carnet et regarda droit devant elle, son regard résolu. Nos KPI culturels incluront désormais le taux de rotation, les scores de satisfaction interne, le pourcentage de plaintes résolues à temps et l'écart de rémunération par fonction. Je suis personnellement responsable de ces chiffres. Une vague de surprise se répandit dans le hall, non pas en réponse à de la simple rhétorique, mais à l'engagement explicite envers des délais et des métriques mesurables. David Chen offrit un petit hochement de tête, comme un saut final d'authenticité. Victoria abaissa le microphone et se tourna vers le personnel debout aux abords de la pièce. « Mademoiselle Gloria, merci, dit-elle. » Puis, s'adressant aux uniformes bleus, blancs et noirs du personnel, elle ajouta « Demain, si j'appelle quelqu'un mon pote, veuillez me le rappeler par mon propre nom. » Il y eut quelques petits rires soulagés, mais ce soulagement possédait une force tranquille. La responsable des relations publiques fit signe à l'équipe technique. Derrière la scène, un grand écran s'illumina avec une affiche temporaire. Un fond noir avec un texte blanc lisant « Kiss for Dignity », avec le nom de Marcus Reed et les dates de ses performances en dessous. En bas, en petits caractères, il était écrit « Une série de concerts communautaires du Whitmore Grand. Entrée gratuite ». Il n'y avait pas de logo flashy, juste assez d'informations pour être reconnu. Victoria ne prit pas le siège d'honneur qui lui était réservé. Elle descendit de l'estrade et trouva une place au 3e rang, se positionnant entre un agent de sécurité et une serveuse. Elle posa son téléphone face cachée sur ses genoux. Plus de consultation de tableau de bord. La pièce se modifia subtilement avec ce geste. Son contrôle diminua d'un cran, ne pesant plus sur la musique. Marcus ne dit rien de plus. Il resta assis au piano, son couvercle fermé d'un tiers pour adoucir subtilement la basse et ramollir le registre supérieur. « Celui-ci est pour les secondes chances, dit-il doucement, et pour ceux qui ont été rendus invisibles. » La mélodie qu'il composa n'était pas ornée. Le motif d'ouverture se composait de 4 notes, un pas en avant, un demi-pas en arrière, puis un retour à la maison, rappelant la manière dont les gens hésitent avant de prendre une décision. Sa main gauche maintenait un temps régulier, comme les pas silencieux entendus dans un couloir de nuit. Sa main droite traçait gracieusement une ligne si nette que l'on pouvait distinctement entendre l'espace entre les phrases. À mi-chemin de la pièce, il introduisit une ombre subtile de « Summertime », non pas explicitement citée dans son intégralité, mais simplement évoquée puis la transforma en un passage chaud et harmonieux qui n'était pas triste. Il composa pour le moment présent, non pour faire revivre un vieux CV. Victoria observa ses mains, et pour la première fois, elle ne perçut pas une performance, mais plutôt du travail. Du travail, tout comme le quart de nettoyage qu'elle avait si souvent dépassé sans vraiment le voir. À côté d'elle, l'agent de sécurité, qui avait autrefois bloqué Marcus, posa sa main sur son genou, son pouce frottant inconsciemment une vieille alliance, puis retira rapidement sa main pour éviter de faire du bruit. La serveuse assise à sa gauche comptait le temps avec ses yeux, un léger sourire sur ses lèvres. Dans la coda, Marcus omit délibérément tout feu d'artifice. Il ramena les 4 notes d'ouverture, plus douces cette fois, comme une pièce qui avait finalement appris à présenter des excuses appropriées.
Il souleva la pédale juste avant que le dernier son ne puisse troubler le son. Le silence descendit une fois de plus, se sentant maintenant comme un siège accueillant, juste assez spacieux pour que n'importe qui puisse l'occuper confortablement. Des applaudissements suivirent, constants et pleins, mais pas excessivement bruyants. Lorsqu'ils s'estompèrent progressivement, Marcus se leva et fit une petite révérence, suffisante pour exprimer sa gratitude, non pour rembourser une dette. Il rencontra le regard de Gloria. Elle hocha la tête. « Bien joué, Marcus. » Il rencontra le regard de David Chen. Chen répondit « On se voit dans la chronique de demain. » Victoria se leva avec tout le monde. Elle se tourna vers le garde. « Mon nom est Victoria. Quel est le vôtre ?» « Darren, » répondit-il. « Ravi de travailler avec vous, Darren. Demain, je prends l'ascenseur de service. Vous me montrerez le chemin. » Darren hocha la tête, les coins de sa bouche se relâchant, un peu maladroitement, comme quelqu'un à qui on venait de rendre la forme même d'être vu. Un groupe d'invités s'approcha de Gloria, se renseignant sur la session d'écoute de lundi. Elle sortit son carnet, nota leur nom et remarqua « Prenez l'ascenseur de service B, mais la semaine prochaine, tout le monde utilisera l'entrée principale. » C'était à moitié une blague, à moitié la vérité, assez pour faire rire sincèrement le groupe. L'équipe des relations publiques déposa une feuille de route imprimée à la hâte sur la table d'enregistrement, détaillant les échéanciers, les points de contact et une adresse e-mail anonyme. La signature de Victoria était griffonnée dans le coin, non pas pour l'affichage extérieur, mais comme une marque de responsabilité personnelle. Quelques jeunes membres du personnel prirent des photos, les envoyant immédiatement dans leur discussion de groupe interne. Le premier commentaire qui apparut était « Appelle-moi par mon nom ». Le second « À lundi ». David Chen s'arrêta près de l'affiche « Kiss for Dignity » et fit remarquer à un journaliste « Le meilleur scénario n'est pas une simple histoire de rédemption héros méchant. C'est la compréhension qu'après l'accord final, il nous reste un travail crucial à faire. » C'était le genre de phrase qui, si elle était placée à la conclusion d'un reportage, pourrait potentiellement ralentir l'instinct omniprésent de surscénarisation d'Internet. Ne courez pas après la fin. Attendez le rapport. Alors que les invités commençaient à partir, le panneau « Pas de personnel sur la photo », rangé dans un coin caché, fut discrètement retiré par l'équipe technique. Ils hésitèrent, regardant Victoria pour confirmation. Elle acquiesça. « Enlevez-le, intimatez-elle. Et ne le remettez pas. » Les crochets à vis vide furent laissés visiblement nus, servant de cicatrices tangibles et frappantes de ce qui avait autrefois été mal. Marcus resta jusqu'à la fin. Il couvrit soigneusement les touches du piano avec le tissu protecteur, sa main reposant un temps plus longtemps que strictement nécessaire, comme quelqu'un refermant doucement la porte d'une vieille maison chérie. Victoria s'approcha de lui. Il n'y avait ni microphone, ni caméra. « Merci de ne pas m'avoir transformé en un personnage dans le clip viral de quelqu'un d'autre, » dit-elle doucement. « Demain, si je faiblis, s'il vous plaît, rappelez-le-moi. Je le ferai. Et si je tiens vraiment parole, rappelez-le-moi aussi. » Marcus sourit. « Je le ferai, » affirma-t-il, afin que d'autres puissent en être témoins. Dehors, New York descendit d'une autre nuance dans la nuit qui s'épaississait. À l'intérieur, les personnes quittant le hall croisèrent l'équipe de nettoyage commençant son quart de travail. Ils se saluèrent, s'appelant par leur nom. Ce n'était pas parfait, mais cela allait définitivement dans la bonne direction. La dernière ligne, la plus percutante de la nuit, n'émana pas d'un microphone. Elle vint de la façon dont ces personnes regardaient ceux qu'elles avaient autrefois rendus invisibles. Plus clair, plus proche. La dignité n'a pas d'uniforme. Elle est imprégnée de courage. La nuit au Whitmore Grand s'était terminée, mais la profonde leçon qu'elle avait enseignée venait tout juste de commencer à se déployer. La dignité n'a pas d'uniforme, elle a du courage. Et une promesse n'a de valeur que par les actions concrètes qui sont entreprises pour la tenir.